Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui va planter la tente devant le ciné dès dimanche. Salut Thierry. Salut Thomas. Allez, aujourd'hui c'est le dernier au show avant la réouverture des salles. Youhou, c'est la fête. En ce saint lundi 22 juin 2020. Donc, pas de plateforme, mais un petit tour des dernières sorties en ligne avec des films qui font parler d'eux, mais pas forcément pour des bonnes raisons. D'ailleurs, vous avez sûrement lu le titre et vous avez cliqué, donc vous savez que vous êtes là pour du sang. On vous connaît, vous êtes sadique, vous aimez que ça saigne. Avec nous, dans l'arène, l'équipe de Claque, bien sûr. Artemis Fowl est pourvue d'une intelligence hors du commun. Elle est pourvue d'un rire hors du commun. C'est Yassa. Salut Yassa. Hello, salut. Nous l'avons kidnappé et enfermé dans un UGC pour qu'il tombe amoureux des comédies populaires françaises. Salut Marwan. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça marche ou pas ? Comment ? Ça a marché, t'es amoureux des comédies françaises ? Ah bah oui, maintenant, là, je retourne voir du Cobu le 22 juin. Hein. Et les blagues de Toto, là. Et les blagues de Toto. Un peu plus tard dans l'été, ça va être le combo. Toto et du Cobu. On fait un duo. C'est trop bien ça, en vrai. C'est ça. Oh, Et enfin, on a un grand retour. Même si elle n'est pas là à chaque émission, elle demeure dans nos pensées. Et c'est avec un plaisir qu'on la retrouve. Bonsoir Sophie. Salut. Salut. Tu viens surtout pour le 3e film de la série. Ouais, j'ai pas du tout été forcée en fait, mais je suis là, ouais. C'est ça. Oui, tu es consentante. Je précise, tu es consentante. Sans qu'il y ait le moindre contact, tu es consentante. Évidemment, une émission de claque. Même pour cette dernière émission confinée, nous avons la joie d'accueillir des invités. Alors, Margot nous rejoindra pour le 3e film. Vous avez deviné, c'est le 365 jours. Alors, Margot, tu m'as dit, Thierry, elle a un petit problème de connexion parce qu'elle est chez son copain en Sicile, je crois. Oh, Elle est passée dans le tunnel. C'est ça. Oui. Tant que c'est pas l'orange. Titre. Technique. Elle est technique, celle-là. Mais il y a un invité qui est bien présent, c'est Maël, alias Erio, du blog Erio, à la rencontre du cinéma.com. Salut à Maël. Salut. Donc toi, t'es pas en Sicile, mais t'es un peu éloigné de la métropole aussi. Oui, je suis au senti, mais c'est mon choix. Allez, on tape dans le dur, on va directement dans le sang. Donc on l'a dit, 3 titres avec des grands réalisateurs, avec des réalisateurs connus. On va commencer avec le blockbuster maudit de Disney, Artemis Fowl, réalisé par Kenneth Branagh, qu'on adore ici, notre adoré Kenneth Branagh. Ensuite, on passera sur Netflix, parce qu'on a parlé de bonnes plateformes, alors on va passer sur Disney+ et Netflix, voilà. Avec le dernier Spike Lee, Da Five Bloods, frère de sang. Et nous terminerons avec le film Problème. Oui, parce que les deux avant, c'est rien. Là, on est vraiment sur un vrai problème de fond Netflix. Il va falloir en parler un peu. 365 jours, 365 DNI, je sais pas comment est-ce que ça se prononce, film polonais, le 50 degrés like. C'est 365 DDM, c'est 365 doses de merde. Ouais, le film qui en gros a fait exploser le classement Netflix. Numéro 1 des tendances. Vous sentez la friction dans la voix de Thierry quand même. On démarre le supplice tout de suite, mais on sait que vous aimez ça, sinon vous n'auriez pas cliqué sur l'épisode. Tu prends le risque de découvrir une vérité à laquelle tu n'es pas préparé. D'autre choix que d'y croire. Artemis Fowl. Artemis Fowl, réalisé par le grand, le sublime, l'immense, le Kenneth Branagh, le moustachu même. Dont on ne parle jamais. On commence déjà les fellations là ou D'après la série de romans d'Ewin Caulfield, Artemis Fowl, avec le jeune Ferdia Shaw dans le rôle d'Artemis Fowl, Lara McDonnell dans le rôle de Holly Short
Et Josh Gad en nain géant. On a Colin Farrell qui est venu cachetonner 3 jours. Et Judi Dench, mon Dieu, mais sortez-la de là. Qu'est-ce qu'elle fait ici, la pauvre? Entre 4, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait à sa voix? C'est le début de la fin. Ben, on aurait dit Jeanne Moreau. j'allais ouais. dire. Oui, Ah. c'est Jeanne... il me semble que c'est Jeanne Moreau qui a fait sa voix en VF. Oui. C'est compliqué, là. Et aussi en VO, visiblement. On a l'impression qu'elle est passée par le coronavirus un peu, non? Parce que Jeanne Moreau, elle est un peu plus là pour faire la voix, quand même. Ouais, bah, après, ça dépend. Ce film, il est dans les cartons depuis un moment, non? Alors, c'est un film qui est dans les cartons depuis un moment, puisque il était prévu, je crois, depuis 2001. Oh putain. Ah, il aurait dû le rester alors. Les Disney a acheté les droits avant même l'apparition du premier bouquin. Ah ouais, c'est même plus de l'espoir, là. Il savait flair. C'est un certain Harvey Weinstein qui devait produire. Il y a eu une petite affaire entre-temps, du coup Disney a retiré le Oh. projet. Ça va, Ouais. rien du tout. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est maudit. Donc, alors déjà, dans Les Malédictions, il était réalisé par Kenneth Branagh, donc déjà ça c'est une tuile. Hein. Mais il était annoncé pour 2019, et finalement il était annoncé pour mai 2020, mais il y a eu le coronavirus, ce qui fait que il est même plus reporté, il passe directement en ligne sur Disney+, comme ça pas besoin de passer par la chronologie des médias, tout ça, et ça évite de faire un flop et de faire un four. Bon, les aventures d'Artemis Fowl, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un jeune génie du crime, enfin un jeune garçon très intelligent, génie du crime dans le film, finalement pas tant que ça, qui va découvrir l'existence du monde des fées et qui va partir au secours de son papa, joué par Colin Farrell, Artemis Fowl Senior du coup, qui a été kidnappé par un individu mystérieux. Par un méchant. Il a été Par un kidnappé. méchant. Par un méchant. On a eu une succession de retards. Un Kenneth Branagh qui réalise tel Kenneth Branagh. Je vais vous laisser en parler un peu plus. Est-ce qu'on peut parler d'Artemis Fail? Oh. C'est beau, ça. C'est mignon comme entame, hein. J'ai envie d'applaudir. C'est pas mal pour un début. Bon, déjà, on peut dire que le bon côté du film, c'est qu'on l'ait pas vu au cinéma. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai. Ah, Margot vient d'arriver. On salue Margot. Salut. Tu arrives au bon moment. Salut Margot. On applaudit Margot qui arrive. Oh. Je parle de fées. Margot arrive. C'est synchro. Voilà. Bon, après, Margot a vu le Incroyable. film, elle peut rester avec nous, hein. Oui, tu as vu les films. Tu es bien sûr, tu es la bienvenue. Oh, mais c'est gentil, ça me fait plaisir, ça faisait fort longtemps. Ça fait fort longtemps. On parlait d'Artemis Fowl justement. Ah, un grand film, décidément. Un grand film, Aujourd'hui, on vous êtes... Ah ouais, on a un super programme. Et justement, on se demandait, est-ce que c'est Artemis Fail, quoi Mais c'est carrément Artemis Fail, mais c'est hallucinant même. Enfin, alors après Kenneth Branagh, moi j'ai pas confiance, hein, j'ai jamais eu confiance. Mais je veux dire là, tout le monde commence enfin à le charger. Je dis bien enfin, depuis qu'il a fait Thor, depuis qu'il a fait Cendrillon, depuis qu'il a fait cette horreur là, Jack Ryan. Enfin, j'en parle à chaque épisode, faut arrêter. Mais moi je le cherche depuis bien avant, hein, parce que on était là, c'était un grand réalisateur. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et le crime de l'Orient Express aussi. C'est pas le premier livre qui massacre. Mais attends, mais les gens ont vu ces adaptations de Shakespeare? Ces adaptations de Shakespeare Oh. sont dégueulasses. Son Frankenstein, il est affreux. Il y a ce pauvre De Niro qui fait ce qu'il veut pour sauver. Ça a jamais été un grand réel. Et surtout, dès l'instant qu'il est dans un film, mais le mec, il y a que lui, quoi. Enfin, je veux dire, il est encore plus à sa propre gloire que quand Oliver Stone va se palucher, là, sur la nana dans Savages, alors qu'on était là, putain, mec, ça se voit que ta caméra passe son temps à tourner autour d'elle, arrête. Mais Kenneth Branagh, c'est encore pire, quoi. Mais Kenneth Branagh, en fait, c'est Gilderoy Lockhart dans la vraie C'est vie. ça. C'est ça. Finalement, c'est sa seule bonne Totalement prestation en d'accord. plus. Hein. Ah là là. Mais justement, là, Thierry, tu devrais être content, on le voit pas à l'écran. Oui, on le voit pas à l'écran, mais dès qu'on m'a dit que c'était lui qui allait faire ça, j'étais déjà contre. Parce que bon, il y a des films où il est pas à l'écran et où c'est pas bien. Et non, ça donne rien du tout. Bah alors, c'est le prototype d'un truc en plus qui est là pour faire des suites, hein. Clairement, il passe juste son temps à t'introduire des trucs. Donc c'est de l'origin story à balle, où ils essayent d'implanter un univers qui m'a fait vachement penser à Arthur et les Minimoys avec le même niveau de gêne. Tu vois, c'est pas très beau. Il y a des effets qui sont jolis, des effets qui sont très moches, donc du coup ça contrebalance bien le peu d'effets que tu pouvais trouver sympa. Les personnages sont écrits avec le cul, alors que c'est quand même issu d'un bouquin, de 8 bouquins, donc il y a quand même moyen qu'il y ait de l'écriture qui pourrait relever tout ça. Les mecs, ils ont quand même le travail qui leur est à moitié mâché, ils sont pas foutus d'écrire des dialogues. Ah non, enfin en fait t'as pas envie de t'accrocher à eux, t'as pas envie de suivre cette aventure, t'as pas envie d'être là, quoi. T'as juste envie que ça s'arrête. Heureusement que ça fait qu'1h30, quoi. Alors, tu dis que c'est inspiré du bouquin, où effectivement, de ce que j'ai compris, l'histoire du film, le scénario est basé sur les 2 premiers tomes de la série. Ah bah, ils doivent faire Et 100 pourtant, pages c'est chacun, ramassé, hein. ça va très très vite, c'est au pas de charge, hein, un peu comme Est-ce le que crime ça de veut dire l'Orient qu'il reste Express pas de qui film va à fond de balle. Ça prend pas trop son temps. Qui veut continuer? Yassa, t'es lancé, je sens. Bah, en fait, le gros avantage de ce film, c'est qu'il m'aura donné envie de lire les livres, en fait. Parce qu'au fur et à mesure que je regardais,
enfin, au bout de 10 minutes, je me disais, je suis sûre que ça doit être adapté d'un livre, donc je cherche sur Google, effectivement, ça sort d'un livre, ça, c'est pas différent de ce qu'on a depuis ces 2 dernières décennies où toutes ces histoires un petit peu fantasy, fantastiques, etc., ce sont des adaptations de bouquins. Et en fait, j'ai vu quelques critiques où il y avait beaucoup de gens qui critiquaient en fait l'introduction par la voix off, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Ça présentait plutôt bien au début, sauf que la présentation d'Artemis Fowl, donc moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'extraordinaire, de badass, etc. Mais c'est juste un gosse de 12 ans qui est imbu de lui-même en fait, et qui paradoxalement est transparent. En fait, il fait pas grand-chose dans tout ça. Les événements se déroulent et on veut nous donner l'impression que c'est lui qui a prévu tout ça, etc. On nous le dit en tout cas, mais t'as l'impression qu'il a aucune prise sur les événements en fait. C'est un peu Timmy Fowler mais sans l'autisme. Oh putain, mais c'est... Je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait du potentiel, donc forcément, je me suis rabattue sur les livres, je me suis dit... Et du moment où j'ai décidé de faire ça, en fait, je me suis complètement déconnectée du film, et puis je regardais ça, en fait, voilà, je me disais, bon, il faut que je le regarde parce qu'il faut en parler, mais en fait, ça m'a pas fait chavirer, quoi, c'est... Et même le majordome, etc., enfin, même le majordome, enfin... La manière dont il est présenté, tu sens que c'est un personnage clé, tu vois, dans le récit, alors que là, j'ai senti qu'il avait été charcuté. C'est dur, quand même, de regarder un film et de se dire que tu sens l'erreur qui a été faite, quoi. Tu sais très bien où ça a foiré, quoi. Et de voir ça, en fait, moi, ça m'a... Voilà, quoi, je regardais ça, j'étais plus contente d'avoir découvert, en fait, une nouvelle saga à lire que d'avoir regardé le film. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui vont pas dans ce film, voilà, je peux pas tout couvrir, mais... Tu disais que le personnage a pas l'air d'être maître du jeu, qui suivait un peu le truc. Et moi, il y a une phrase que j'ai notée parce qu'elle m'avait marqué justement tellement j'avais cette impression également. C'est qu'une fois qu'il sauve son père, il lui dit « Oh, do you save me? Comment tu m'as sauvé ?» Et le gamin lui répond « I just follow the story. » J'ai juste suivi l'histoire en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que les trucs s'enchaînent sans vraiment de logique, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Non mais voilà, et eux tout non est réglé plus, grâce au pouvoir de l'amitié et les antagonistes, c'est des antagonistes de merde. Enfin c'est vrai qu'on a un méchant à capuche qui est là, on ne sait pas qui c'est. Oui, c'est vraiment une intro. Tu vois, il nous fait, tu sais ce que ça m'a rappelé en fait, ça m'a rappelé les méchants dans Naruto qui font leur discours pendant 50 épisodes et Naruto qui fait son discours derrière et qui arrive à les convaincre de redevenir gentil, tu vois. Ça m'a rappelé ça en fait, c'est le méchant qui discute avec le héros et qui sont là, ils se renvoient des phrases, etc. Et je suis là, mais on s'en fout quoi, enfin... Mais tu parles du design des méchants, il y a un passage, ils se battent contre une espèce d'énorme troll dégueulasse numérique, et moi j'ai pas réussi à me sortir une seule fois de la tête que c'était Jean-Pierre Castaldi. Oh mon dieu, mais tellement, mais oui. Je revoyais les premiers Astérix quand il était là, j'étais putain, il a vraiment une gueule de merde le pauvre, mais non, c'est affreux. Mais tellement. On va laisser parler un peu les invités. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le bouquin d'ailleurs? Maël? Moi, j'ai pas lu le bouquin, mais on m'en a énormément parlé, et j'étais, malgré le fait que ce soit notre ami Kenneth qui réalise le film, j'avais hâte de voir le film, car on m'a beaucoup parlé de l'univers du livre, et c'est à douche froide, car le film prend pas le temps de développer cet univers, qu'on rencontre cet univers, et t'as cette succession d'événements, et ils ont fait le film à la sauce Disney, en fait. C'est très enfantin, la voix off du début, c'est non. Ferdia chaud, quand je l'ai vu à 5 minutes, j'étais plus chaud. Pardon pour la blague. T'excuses pas, elle est bien ta blague. Et le pire, c'est la voix de Judi Dench en tant que commandant en mode over the top. Judi Dench, sa carrière animale, franchement, c'est pas mal, ça monte pas mal. De passer de chat à mouche, moi je trouve que ça se tient. C'est ça. Puis visuellement, c'est moche, hein. C'est laid. À côté, Aquaman, c'est un joli film. Oh, arrête, ça va donner à Judi Dench l'envie d'être un poisson pour son prochain. Prochaine étape. D'ailleurs, ouais, le personnage de son... Elle joue le commandant Groot. Je s'appelle Thierry. Non, Après, pas Groot. on se rend compte que Judi Dench, elle rend service à Kenneth Branagh. En gros, on sent que elle fait ça juste pour rendre service et qu'elle dit tout un peu à contre-cœur. Ça, c'est un peu con. Mais bon. C'est un peu tout le film est un peu à contre-cœur. Alors, de ce que j'ai compris, c'était un hommage à James Bond, en fait, de son rôle au rôle de M de Judi Dench, quoi. Et Quoi
Ouais, c'est pas nécessaire. Hein. Fait, dans les bouquins, le commandant, c'est un mec, et là, bon, voilà, ça a été changé, et voilà. Et ils ont ramené Judi Dench parce que c'était... Mais ça n'a ni queue ni tête, en fait, ce truc. Mais enfin... Il faut arrêter de faire ça. Mais franchement, mais je sais que les réals n'écoutent pas, mais il faut arrêter de sortir des conneries comme ça, quoi. Enfin, c'est... Y'en a marre. Peut-être que Disney nous écoute. Hein. Oui. Bien sûr, oui. Peut-être que Kenneth Branagh nous écoute. Ah oui, s'il nous écoutait, il ferait pas Mort sur le Nil. Oh, s'il te plaît, Kenneth, arrête de faire du cinéma tout court, ne joue plus, fais du théâtre dans des bars tout miteux, dans une campagne anglaise, voilà. Tout le monde t'aimera parce qu'ils seront bourrés. Margot, comment tu l'as perçu, toi, ce magnifique chef-d'œuvre? Bah écoute, j'ai les livres chez moi et genre j'avais un vague souvenir de ça. Ça m'avait pas tant marqué. Puis après je me suis souvenu que ce truc devait sortir au cinéma. Puis après je l'avais oublié. Puis j'ai revu une affiche. Genre j'avais vu sur Twitter. Je fais ah putain ce truc existe encore. Puis après j'ai vu que c'était finalement sur Disney+. Je me suis dit ça sent pas bon. Et après j'ai capté juste au dernier moment après que c'était Kenneth Branagh qui faisait le film. Donc je me suis dit ça va être de la merde. Mais bon, tu vois, je me suis dit, vas-y, laissons la chance aux produits. De toute façon, en ce moment, je laisse beaucoup de chance à beaucoup de produits. Et je pense qu'il faudrait que j'arrête ça. Mais je me dis, allez, pourquoi pas. Et en vrai, c'est dommage parce que, ouais, mais tu sens en fait qu'il y a un potentiel, genre, c'est ce que je disais sur Twitter, tu sens, enfin, l'univers d'Artemis Fowl, il est tellement riche. Et en fait, ils abordent plein de trucs, mais sans jamais aller plus loin. À partir du moment où ils vont dans le monde des fées et tout, ça pouvait être hyper intéressant, hyper développé et tout, bah, tu sais pas, les gens, ils sont là, ils passent, t'as un centaure, ça n'a aucun sens. Pareil, l'histoire avec le père, l'histoire avec l'Oculus, tu sais pas d'où ça vient, à quoi ça sert, comment il est arrivé là, enfin, c'est L'Aculos. un grand oubli-ouba. L'Aculos, ouais, non, mais c'est un truc, ouais, non. Et ça rend ouf parce que tu sens que il y avait plein de trucs à dire et en fait, ils se contentent de faire franchement le scénario il tient sur un post-it quoi et puis c'est affreux parce que il y a tout un potentiel derrière qui est complètement gâché et en plus le film il dure quand même longtemps quoi. Longtemps. Enfin, il dure longtemps. Longtemps pour le scénario pour le scénario qu'on voit, mais que pendant 1h30. Oui, voilà, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est un père qui se fait kidnapper, c'est le fils qui veut le récupérer. Et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est rushé, hein, pas vous? Ouais. Il y a des moments de longueur en fait. Je regardais le film et à un moment j'ai dû mettre en pause. Et en fait quand j'ai mis en pause, je voyais qu'il restait plus que 20 minutes de film, un truc comme ça. J'étais là, je fais pardon, mais il s'est rien passé. Moi je me suis endormi. En fait, c'est ça, il se passe. Ouais, mais moi pour l'instant j'ai l'impression dans le montage il y a une précipitation, les personnages prennent pas de poste, tout va très vite, hein, pour rien faire, hein, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une précipitation, c'est pas rythmé, je dis c'est rythmé rapide, mais et puis c'est assez désagréable, tu vois. J'ai l'impression que tout va très très vite pour rien. Le truc c'est que dans un scénario, dans une histoire, pour qu'on soit impliqué, faut qu'il y ait une évolution de personnage. Donc faut qu'il doit changer ou transformer ou grandir si vous voulez. Alors là il y a aucun de tout ça. C'est un personnage qui on dit que c'est un mec qui sait tout, qui fait tout et qu'il a 12 ans. Et à la fin c'est pareil. Et aussi un truc très important, c'est qu'il manque un troisième acte, en général, un climax, un événement majeur. Je sais pas, excusez-moi, mais le petit truc à la con dans la maison, c'est ridicule. On a l'impression que c'est un pilote de série, on a l'impression que c'est juste pour présenter des choses. Ah, mais c'est ça. Mais ça a été, ce que j'avais cru comprendre, ça a été longtemps évoqué justement comme un truc pouvant se transformer plutôt en série. Donc je sais pas où ils en sont avec ça. Ça aurait été plus intéressant, entre guillemets, hein, évidemment, mais ça aurait été plus intéressant. Ouais, peut-être. Ouais. Bon. En tout cas, c'est cheap. Non, mais attention, il y a une évolution. Non, avant, il savait pas que son père était criminel et à la fin, il devient, il bosse avec lui dans le crime. Il monte avec lui dans l'hélico. Et à la fin, c'est vrai qu'il dit I'm a criminal mastermind. À la fin, il met des lunettes de soleil quand même. Hein. Et le pire, c'est qu'à partir du moment où il met ses lunettes de soleil, il y a tous les derniers dialogues de la fin où vraiment, je me suis demandé ce que je préférais entre le vide et la repompe, parce qu'il y avait quand même, à la fin, justement, quand il leur sort le I'm a criminal mastermind et tout ça, à partir de là, ils enchaînent vraiment tous les trucs clichés quand il vient sauver le mec dans la prison là et que je sais pas, ils enchaînent des dialogues qu'on a entendus dans plein de films et qui sont censés sonner badass, sauf qu'ils ont pris plein de dialogues qui viennent de plein de films différents et ils les foutent là comme ça et j'étais là mais quoi? Allez, la voix off c'est affreux, il y a quand même quelqu'un qui se sent obligé de nous re-raconter le film à chaque fois qu'on passe une scène, histoire de bien être sûr qu'on a compris quoi. Ouais, ça c'est un gros problème en fait. La voix off je la trouvais bien au début parce que ça présentait plus ou moins la trame, comment ça allait débuter quoi. Et en fait à chaque fois qu'elle revenait j'étais là mais ferme ta gueule. Laisse le film se dérouler. Tu sens que c'est la voix off, tu sais, qui a été limite imposée pendant les projections test où t'as des producteurs qui ont dit écoutez, on capte pas le film, donc on comprend pas, comprend pas de quoi ça parle. Après, y a rien à capter, donc. Oui, voilà. Mais bon, tu sais comment ils sont, quoi. Donc, mais soit vous ceci, rajoutez c'est un panneau, soit vous mettez ça, quoi.
Ceci, c'est que t'as cette voix grave que t'entends pendant pratiquement toute la moitié du film, et au bout d'un moment, stop. Ah, bah, c'est Oui, c'est assez relou, quoi. Ouais. Surtout qu'elle apporte rien, Bon. en fait, cette voix. Ah non. Non. Ouais, ça porte rien. Pour expliquer que c'est un grand intelligent et méchant, il fait tout, et il est trop fort, il est plus fort que tout le monde. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, quand il s'évade, j'ai l'impression qu'ils ont 30 fois la possibilité de l'arrêter. Et ils attendent derrière leur bureau, tu vois, sans rien faire, en mode non, ne partez pas. J'ai l'impression que les mecs ils avaient les bras croisés. En quand fait, ils il est disaient parti ça. faire un tour et il leur a dit qu'il revient. Moi, par contre, en vrai, ça. moi, ce qui m'a vraiment le plus dérangé dans ce film, c'est que donc Artemis Junior découvre que son père a été kidnappé et il va dans sa Batcave et il dit que ben non, les fées, ça n'existe pas, c'est des contes, etc. Et puis 2 minutes après, ah ben c'est bon, je connais le monde des fées, je sais, je vais leur tendre un piège. Tu vois. C'est ce que je voulais dire quand c'était rushé, c'est-à-dire que il apprend que son père est mort, puis ensuite il apprend qu'il est kidnappé, puis il apprend que les fées ça existe pas, puis ensuite elles existent, et ça, il y a toutes ces révélations en moins d'1 minute, et il y a 0 état d'âme, quoi. C'est le mec, il est pas Il a super toujours, intelligent, il est psychopathe en fait. Mais Il est surtout, sociopathe. qu'on n'arrive pas à voir à quel point il est intelligent. Peut-être que c'est vraiment qu'il a un QI à 3 chiffres qui commence avec 4. qui est au-delà 4 de 200, quoi, et qu'il arrive à faire face à des situations auxquelles nous on pourrait pas, parce que voilà, il est super intelligent, mais sauf que c'est pas présenté. On a un dialogue avec un psychiatre, un psychologue en début de truc, qui s'adresse à lui pour le faire passer pour un être intelligent, qui s'adresse à lui comme à un adulte, mais c'est tout ce qu'on a en fait de J'avais oublié ce d'Artemis passage. Fowl. Mais oui, c'est tout ce J'avais qu'on a de lui complètement en fait, zappé. c'est tout. Et en fait, on n'arrive pas à connaître l'étendue de son intelligence pour pouvoir accepter que d'un seul coup, il croit aux fées, il croit aux contes de fées, et il croit à l'existence d'un monde magique, et qu'il sait exactement comment les amener pour les piéger, quoi. Enfin, c'est gros, quoi. C'est gros comme leur manoir. C'est gros Oui, comme puis Jean-Pierre Castaldi. Et puis il y a une espèce de truc avec la manigance du temps, avec le contrôle du temps là, je sais même plus comment ça s'appelle, la bulle temporelle. Oui. Ah, ça c'est nul. Ça. Ils font un truc dehors, puis après ils rentrent dedans, et puis Oui, Ça, mais c'est jamais expliqué, en fait. tu sais Non, jamais où mais ils sont, les mecs qui se TP un peu comme ça ils veulent. en disant oui, une bulle interne et puis une bulle externe. Enfin, Ouais, bon, c'est- TGCM quoi, ok. C'est comme le monde ça. des fées, on y rentre et tu te dis concrètement c'est quoi le monde des fées, car il reste 5 secondes et Ah bah là, C'est ça. c'est Il y a aucun Atlantis, quoi. investissement C'est même plus émotionnel, magique, c'est ça. là, à ce niveau-là. Enfin, c'est... C'est sûr. Après, en plus, je pensais à un truc trop drôle, c'est que, en réalité, le film aurait pu durer 20 minutes. C'est-à-dire que, à un moment donné, t'as le méchant qui appelle dans la baraque d'Artemis, et t'as le majordome qui dit, ne répondez pas, faut pas répondre. Imaginez si si on avait écouté le majordome, il n'aurait pas répondu, puis ce serait la fin du film. Et il aurait laissé un message, Voilà, au pire, sur le peut-être- répondeur. Bonjour, je suis le méchant du film. Excusez-moi. Un petit j'ai snap votre et ça frère, passe. Si vous pouviez me rappeler. Bonjour, j'appelle pour faire avancer l'histoire. Alors en fait, vous avez l'objet, vous avez une espèce de Rubik's Cube en or dans le coffre, et quand vous cliquez dessus, ça fait venir Non, mais votre le père. MacGuffin de merde, en plus, ce truc. Non, mais Oui, sérieux, c'est ça. quoi. Sérieux. Enfin, c'est... Non, ne le touche pas, tu vas mourir. Et à la fin, les mecs, c'est limite s'ils jouent pas au rugby avec, quoi. Tout le monde le triplote, il y en a même un qui l'avale. Oui, tiens. Bon, bref. ah oui c'est vrai. Ah oui, C'est le filon de la soirée, ça, non? Oh, punaise. demain n'en peut plus. Non, et le pire, c'est que ce machin, alors ça s'appelle l'Aculos. Et on sait ce que c'est ou pas? Ben non, c'est le machin magique le plus magique du monde. C'est Non, c'est c'est ça, ça, c'est l'élément. Ça Ce brille. truc c'est l'élément déclencheur du film et tu sais pas à quoi il sert. Ouais, et alors c'est ça, mais moi là, j'avais plein d'images dans ma tête parce que je venais de voir 365 avant de voir ce film. Alors quand ils ont dit l'Aculos, tu vois, oula, j'ai envie de dire les mecs. Oh, le crossover de l'année. Alors, s'il vous plaît. On laisse les enfants de 12 ans tranquilles, merci. Ah. En fait, c'est une sorte d'arme qui permet de téléporter son armée ou des choses, en fait, d'un point A à un point B. C'est juste ça. Ouais, j'étais concentré pendant le film, que voulez-vous. Ah, Ça c'est se trouve important, ça se trouve dans le deuxième, on va apprendre que c'est juste la clé du placard à cacahuètes. Hein. Il y a moyen, ouais. Des cacahuètes méchant, magiques. tu vois. Placard à cacahuètes magique. En fait, c'est juste le méchant qui a oublié ça. C'est juste que, bah, quand tu vas au PMU, faut quand même des cacahuètes, quoi.
Ouais. Bon, je crois qu'on est tous d'accord, c'est un Artemis flop. Oh. Tu vas toutes nous les faire, Thomas, dis donc. Mais j'approuve, j'approuve. Oui, en forme. C'est bon, j'ai casé mes 2 jeux de mots de la soirée, je suis content, j'ai fait mon quota. L'amateur de jeux de mots en moi est content. On passe au deuxième réalisateur de la soirée. Voilà, on avait la guerre entre les humains et les fées. Là, on va sur une guerre bien réelle. On va se remémorer la guerre du Vietnam. Black GI, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. Elle est cool la musique dans l'extrait là. Hein. Bon ben profitez-en parce que dans le film c'est vraiment terrible. Attention à la il y avait une musique dans le compositeur. film. Ah, il y avait du bruit quoi en fond. J'ai l'impression que Thomas n'a vu que ça. Enfin, n'a entendu Je crois que ça. Margot de rage s'est barrée tellement c'était. Elle a pas aimé la musique. Elle a rage quit, elle a dit qu'elle revenait énervée pour le prochain. C'est ça. Da Five Bloods, frère de sang de Spike Lee. Et ça devait être une bonne année pour Spike Lee. Il était président du jury à Cannes. On devait projeter son film sur la Croisette. C'était une première depuis 3 ans, un film Netflix projeté à Cannes. Et puis le coronavirus a tout balayé. Alors bon, il a dit qu'il était OK pour revenir l'année prochaine. Y a pas de C'est souci. ça le coronavirus? Si seulement. Bah, il a fait du bien à la planète, quand même, le coronavirus. Bah oui. Oui. Et donc là, Enfin, ce film, oui. un film de 2h34, l'histoire de 4 vétérans du Vietnam qui retournent sur la terre de leur fait d'armes et qui se remémorent leurs souvenirs et notamment de leurs camarades tombés au combat. Et ils vont partir, on peut y aller parce que il y a 2h30 de film, on apprend assez vite que ils ont trouvé un magot, un trésor de guerre, une cargaison d'or qu'ils ont planqué et qu'ils vont essayer de récupérer. C'est super original. On a un Spike Lee qui renoue avec ce qu'il sait faire d'habitude, c'est-à-dire mettre la cause, mettre des images d'archives comme dans Black Landsman, des images d'archives avant, des images d'archives après, et bien rappeler quel est son combat. Spike Lee, réalisateur engagé politique, comme toujours, et qui, une fois de plus, l'utilise dans ce film. Vous-même, avez-vous été convaincu par ce film? Déjà, je pense que j'ai été très convaincu par le film. Donc je sais pas si je vais être le dernier ou le Allez premier. Marwan, t'es parti. Ok. Défends l'honneur du film. Grave, totalement. En fait, j'ai vraiment vu un film qui est sympathique dans l'ensemble. C'est un petit film du réalisateur qui a beaucoup de ses défauts et beaucoup de ses qualités dans la vision de comment dire ça. Il est question d'un cinéma évidemment très patriotique, cette idée de pouvoir parler donc de la cause des Noirs, mais à travers la guerre du Vietnam, et avec pas mal de références qui peuvent être sympathiques comme pas du tout. Mais au contraire, j'ai trouvé qu'il y a une sorte de mélange cinéphilique entre le cinéma en gros avec le trésor, j'ai beaucoup pensé dans ce film-là au trésor de la Sierra Madre. Oui, d'ailleurs, c'est un des films préférés de Spike Lee et c'est pour ça qu'il a récupéré le projet. C'est un projet pour Oliver Stone au départ, puis ça s'est pas fait. Voilà. Et donc et on sent qu'il s'est beaucoup inspiré de tout ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant dans la mesure où ça permettait de mettre en exergue toute cette histoire, tous ces personnages noirs, toutes ces populations, l'idée que en général c'est des grandes guerres qui dépassent un peu toutes les communautés, mais voilà. Et j'ai beaucoup apprécié dans ces personnages qui ont tous leur rancœur et cette idée de possibilité d'avancer ou d'aller plus loin avec cet argent-là. Et voilà. Et en réalité, je trouve ça beau, bien filmé, avec des beaux plans, des belles mises en scène, finalement une belle histoire, des belles références. Je trouvais qu'il a fait des très mauvaises références par rapport à Apocalypse Now, c'est vraiment nul à chier. Mais je trouvais que les références par rapport à la trésor de la Sierra Madre étaient vraiment touchantes. Et même des fois, ça fonctionnait pas vraiment, parce que c'était des reproductions de scènes qui se faisaient bien, on va dire, à l'époque, comme maintenant. Mais il y avait des moments, je trouve, de clairvoyance, d'une profondeur qui était passionnante, tu vois. Il y a des références, il y a aussi un casting. On a nos 4 vétérans joués par Delroy Lindo, Clark Peters, North Lewis
Isia Whitlock Jr. On a également Jonathan Major qui joue le fils d'un des personnages. Chadwick Boseman quand même, Black Panther, qui joue le frère d'armes tombé au combat. Mais aussi on a des coucous de petits Français qui passent. On a Jean Reno. Ah, des sacrés coucous. C'est bien parce que t'as un petit peu les deux. T'es content quand tu vois Mélanie Thierry, t'es moins content quand tu vois Jean Reno. Bon bah c'est... Voilà, on a Mélanie Thierry, on a Paul Walter Hauser qu'on avait vu dans le Carrie Charger Wells. Joli petit casting, des références aussi. C'est vrai que moi, on parlait de la musique. À un moment, il y a la Valkyrie qui balançait en référence à Apocalypse Now. Ouais. C'est moins épique, hein, tout de suite. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des GIs américains qui attaquent un village dans un hélico et qui le passent au napalm, ben là on a des retraités américains qui arrivent au village en barque et c'est du coup il y a un décalage donc c'est vrai que pour le contre-pied est réussi. Je trouve ça très beau de pas voir de l'épique. Même j'adorais ce côté où vous présentez un petit peu des personnages. Il n'y a pas cette idée de vouloir rajeunir. On parle du souvenir et non pas du on parle du souvenir et non pas de ce qu'ils étaient jeunes en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup cette question de souvenir de ce qui est vraiment. Et on s'en rend compte à un moment clé où on apprend une vérité par rapport à un personnage et par rapport à une action qu'il a faite. C'est vraiment ça qui est intéressant. Oui, il joue beaucoup avec les formats aussi. Hein. Le présent en 16/9, le passé en format plus ramassé. Puis il bouge souvent avec les cadres. Les bandes de noir n'arrêtent pas de varier au cours du film. C'est une coquetterie, je trouve. Suis-je le seul ? Non, ça j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait. Cette manière de séparer le passé et le présent. Mais disons que moi ce film, je l'ai regardé et je l'ai ressenti comme étant il était en dents de scie parce que au début on nous présente les personnages et j'en ai franchement pas grand-chose à faire, tu vois, enfin j'arrive pas à compatir ou à m'investir dans leur histoire. Et puis arrive un moment où il se passe des choses pas forcément graves ou quoi, mais il se passe des trucs, par exemple quand Paul perd son sang-froid à un moment donné quand il est dans le bateau à cause d'une histoire de poulet, il y a un crescendo comme ça dans son énervement, dans sa folie un petit peu, tu vois, dans sa crise de panique qui m'a vachement touchée, puis ça redescend, et puis à un moment donné ça remonte, et puis ça redescend, et ça remonte, et ça redescend, et en fait, du coup je sais pas vraiment quoi penser de ce film, parce que à la fois j'ai trouvé leur histoire touchante, mais à la fois il y a des personnages qui meurent, et franchement j'en ai rien à faire en fait. Franchement ça m'a pas du tout touché, et je sais pas exactement à quoi c'est dû, je saurais pas mettre le doigt dessus. J'ai pas l'impression que ce film a révolutionné que ce soit soit la cause des Noirs, soit la vision qu'on a de la guerre du Vietnam. C'est quoi, j'ai envie de dire c'est presque un film passe-partout. C'est dommage pour du Spike Lee quoi. Ouais, et pourtant il en aborde des sujets, oui. hein. Il aborde le fait qu'il y ait 30% de GIs noirs alors qu'ils sont 10% de la population, il nous met du Martin Luther King, il nous met la propagande Viet Cong qui dit aux GIs noirs révoltez-vous parce qu'on vous traite comme de la merde, hein. On parle des mecs qui ont été passés à l'agent orange, on parle des enfants métis parce que évidemment les GIs et les locaux ont fricoté, parle de beaucoup de trucs, des allusions à Trump en veux-tu en voilà, je fais énormément de sujets, on va peut-être pas tous les passer parce qu'il y en a beaucoup. Non mais le militantisme il est présent et il est plutôt salutaire parce que moi j'ai appris 2-3 trucs en le voyant, tu vois, il y avait plein de choses que je connaissais pas, mais c'est juste que ça fait partie du haut de la vague pour moi, et il y a d'autres trucs comme la sous-intrigue avec les Français des mineurs, écoute, rien à faire quoi, rien à faire. Moi, j'ai eu l'impression de voir un sous-Tarantino, vous allez me dire ce que vous en pensez, je vais vous dire pourquoi. Parce que on a des séances de blabla, c'est-à-dire que les mecs ils se posent, ils vont parler 5 minutes autour de cocktails pour parler de toute la première partie du film. Toute la première partie du film, et puis il y a des séances d'action qui ressemblent quand même à des films de série B, parce que ça tire un peu dans tous les sens, c'est 5 mecs face à une armée de Viet Cong, et ça se passe plutôt bien, puis ils tombent sur une cargaison d'or, comme dans un film de série B. Il y a des passages super sérieux, après, du coup on sait pas d'où ils pop, et il y a des passages assez série B, mais qui sont pas forcément avec la finesse d'un Tarantino, peut-être. Il y a encore, si on peut parler de finesse pour Tarantino, maîtrise, on va dire, peut-être. Et du coup, moi, ce changement de ton
permanent, ça m'a un peu perdu, ce qui fait que quand il y a une mine qui a explosé à un moment du film, moi ça m'a fait marrer. Et c'est triste parce que c'est un moment qui fait absolument Mais pas c'est que marrer tu le normalement. vois arriver en plus, c'est que je le savais, C'est tu ça. sais, parce que il te pose. Ah bon, mais moi je l'ai pas attends, vu du tout. ils te mettent Mélanie Thierry qui t'explique qu'elle Ah oui, démine, oui, oui, elle est là, oui. elle aide à déminer Ah. des trucs, et tu vois le gars qui n'a aucune raison de se balader avec son lingot d'or et de reculer en même temps Ah oui, dans un totalement. endroit où c'est plutôt calme. Je l'ai vu venir à 100 Pareil. mètres, quoi, ce truc. C'était gros, quoi. Et quand ça a explosé, j'ai fait, ah Ouais. bah, ouais, ça a explosé. Ok, voilà. Vraiment, hein, c'est exactement ce que je me suis dit. Maël, toi tu l'as perçu comment ce film? Ben, un peu comme vous, je trouve que le souci, c'est que Spike Lee veut raconter beaucoup de trucs, il ouvre beaucoup de portes, mais il en franchit jamais une, en fait, et pendant 2h30, tu te dis, c'est sympa, mais c'est quoi ce que tu me racontais C'est, du coup, pour du Spike Lee, c'est hyper décevant, lui qui faisait des films où son message était clair, était poignant, tu savais ce qu'il racontait, et c'était efficace. Là, c'était la petite sieste quand tu regardes ce film, car c'est long, et c'est ennuyant, et c'est dommage car il y a plein de trucs à raconter. Il y a ce personnage qui vote pour Trump et il va jamais vraiment t'expliquer pourquoi. Et t'as plein de frustrations avec ce film. T'as le côté d'un des personnages qui peut très poker nous par rapport à la folie, qui peut être très sympa et il va jamais vraiment exploiter. Et c'est plein de frustrations qu'on a avec ce film et par rapport à la scène avec les mines, je l'ai pas senti arriver, mais ça m'a rien fait en fait. Car je suis pas impliqué dans ces personnages. Et c'est ballot alors qu'on passe pratiquement 1 heure à les Mais entendre. paradoxalement, alors que quand la première mine explose, je m'en foutais. Juste après, le fils de Paul marche sur une mine, du coup, il bouge pas, donc elle explose pas pour l'instant, mais le sauvetage, du coup, qu'ils vont essayer de faire, c'est j'étais en suspense et une fois qu'ils l'ont sauvé, j'étais je retenais mon souffle, quoi. Et c'est pour ça que je parle d'un film en dents de scie, parce que une seconde j'en ai absolument rien à faire, et puis la seconde d'après je suis à fond dans ce qui se passe, mais c'est trop irrégulier, beaucoup trop. Ouais, c'est un film où généralement là Spike Lee il est en mode pilote automatique, mais à certains moments comme la scène où tu viens de parler, là t'es à fond dans le truc et il y a quelques petits coups d'éclat, mais c'est une parenthèse sur 2h35 très très longue. Non, c'est vrai. Enfin, cette première demi-heure, ça permet vraiment de créer un attachement avec les personnages, donc cette idée de savoir se retrouver, de savoir pour rencontrer un Vietnam qui se rencontre en période de guerre, je trouve ça assez fascinant, soit à découvrir, vous voyez. Non, au contraire, je trouve ça très beau. Et après, c'est vrai que pour le coup, Spike Lee, il est souvent du genre à être assez grossier dans ce qu'il raconte. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, il y a des trucs super intéressants. Moi je pense qu'il y a plein de séquences du film qui pourraient être un film à elles seules. Le retour de ces vétérans au Vietnam, sans qu'il y ait l'aventure pour aller chercher de l'or, ça pouvait faire un film en soi en fait. Ça faisait un drame qui se tenait avec ce pays où les Américains ont gagné finalement, parce que les mecs ils arrivent en touriste à claquer des dollars et c'est un peu les rois du pétrole, alors que c'est des Américains qui n'ont pas spécialement réussi. Bah tu vois tout sauf power américain en fait. Ils vont dans une soirée, c'est une soirée Apocalypse Now sponsorisée par Budweiser. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. C'est vrai. comme truc quoi. Non mais c'est une image qui est hyper forte. C'est un film qui est plein de super idées. C'est un film que j'ai envie d'aimer, mais qui me donne pas les clés pour l'aimer, qui me donne pas le rythme, qui me C'est donne pas ce qu'il pareil. faut. C'est ça. Moi, je suis déçu de pas l'aimer ce film parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Ouais, Plus il ouais, s'est ouais. posé sa caméra à côté des deux daubes dont on parle ce soir. C'est quand même un mec. Ah bah là c'est là que alors là j'ai pas encore parlé, mais alors là non, là je peux pas te laisser dire ça. Alors vas-y Thierry. J'ai rarement vu. Alors Spike Lee c'est un bourrin de toute façon. Et j'ai rarement vu une mise en scène aussi moche. Ah que c'est nul, mais il sait pas poser sa caméra parce que j'ai l'impression qu'il en avait rien à foutre de poser sa caméra. En fait, Spike Lee, moi je veux bien lui pardonner plein de choses, même tu vois le côté légèrement putassier des images de Charlottesville à la fin de Black Klansman, je suis là en mode bon, c'est Spike Lee, on sait ce qu'on attend quand on voit un de ses films, on sait que le mec est révolté, qu'il peut pas s'empêcher de faire ça. Si on n'accepte pas ça, voilà, c'est ça, c'est justement là où je veux en venir. Si on n'accepte pas ça de la part de Spike Lee, bah il est temps d'arrêter de mater ses films. Tous ses films ont toujours été beaucoup trop révoltés, c'est un peu à la Michael Moore. Michael Moore, par exemple, aime beaucoup déformer les propos et rajouter des choses pour faire du misérabilisme. Spike Lee, lui, va encore plus augmenter son combat et encore plus gueuler. C'est un gueuleur, de toute façon, même dans son image publique. Je veux dire, moi, je crois à la sincérité de ce mec parce que ce mec, quand il se lève parce que Black Book gagne un prix ou parce qu'il accepte pas Tarantino, qu'il se casse, tu sens que à la fois, il va faire le buzz grâce à ça, mais qu'il le ressent, qu'il est vraiment blessé, quoi. C'est un gars qui milite depuis trop longtemps. Et là, moi, c'était quand dès le début, les mecs, tu te rappelles quand on a écouté Aretha Franklin, et là, pof, arrêt sur image, photo d'Aretha Franklin avec un peu de musique, histoire que tu comprennes bien qui c'est. Oui, t'as l'impression qu'il a envie de montrer ses symboles et qu'il a envie de parler de ses symboles. Et c'est clair que
à ce rythme-là, le documentaire lui sirait bien mieux, quoi. Non, et puis en plus, ces plans, bon, tu dis qu'il s'est pas foulé, bon, ok, mais surtout qu'il est pas servi par la bande-son. Autant, il y a des passages où il y a de la soul, de la funk, il y a aussi des morceaux de l'époque, de la guerre du Vietnam, qui sont géniaux, qui servent vachement bien. Et puis des fois, il y a une musique originale, il y a une espèce de BO symphonique lambda, molle, fade, qui colle même pas avec ce qui se passe à l'écran, qui te fait complètement sortir de toute implication émotionnelle. Et puis moi j'avoue qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'époque et qui joue la carte du tout numérique, du coup moi ça manquait de grain. Bon ça après c'est le cinéma actuel, mais c'est vrai que ça m'a manqué de grain. J'avais l'impression de voir une série dégueulasse quoi. Et c'est pour ça aussi que je trouvais que la mise en scène était pas folle, parce que c'était toujours des gros plans, enfin des plans très larges, on s'implique jamais, je suis jamais avec eux. Et c'est dommage parce que oui en effet il y a des qualités, notamment son casting et sa direction d'acteur. On pense aux 4, moi je pense surtout à Delroy Lindo que j'étais ravi de revoir, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Ah il est excellent. Et Clark Peters, même Delroy Lindo, t'as un passage où justement le personnage de Paul, quand il est tout seul et qu'il est en train de partir justement dans son coin, il déclame tous ses idéaux en face cam. Donc il éclate le 4e mur, il déclame. Alors ce qu'il raconte est pas toujours très malin et ça va trop loin et clairement la Spike Lee se perd, je trouve, dans son propos. Mais par contre la conviction dans le regard de ce mec, on sent que c'est un casting impliqué qui a envie, à part Jean Reno qui se donne en spectacle et qui est assez ridicule. J'avais l'impression qu'il était redoublé tellement il était pas là. Ah, le Vive la France qui sort de nulle part, quoi. Moi, ça m'a sorti du film. Je me suis dit, mais pourquoi? Et Jean Reno, j'étais là, je connais sa voix. En plus, j'étais là, mais attends, il a été redoublé ou c'est vraiment lui qui parle? Parce que il est à la masse, mais complet, quoi. Mais bon, allez, passons. Pourquoi pas? Il leur fallait un français, c'était le seul qui était dispo. Ils auraient pu avoir Vincent Cassel. mais le casting est bon au-delà de ça, quoi. C'était la French Touch. Et les scènes d'action, alors ça va à peu près quand même en général. Hein, je dirais même la scène d'action finale est à peu près sympa à regarder. Tu passes un moment où tu te dis bon ça va. La toute première par contre où les mecs arrivent avec leur hélico là qui sont explosés, j'étais là mais l'hélico c'est ridicule, mais arrête. Vraiment moi je voyais la maquette, je voyais le mec qui tenait l'hélico avec une ficelle. Ah non attention, balance pas le missile dessus parce que ça va tomber, tu vois. J'étais là mais c'est pas beau. Et puis surtout là j'ai vraiment trouvé ça extrêmement mal filmé. Bon Spike Lee c'est pas un gars qui sait filmer l'action, mais alors là c'était la preuve hein. Moi j'ai l'impression d'avoir revu un vieux film d'action des années 80. Mais oui, mais voilà, t'avais l'impression de voir Rambo 2 et encore Rambo 2 ça avait une meilleure gueule. Mais c'est ça. Mais c'est le côté nanar, quoi. Bien. Die Face Blood, ouais, encore un chef-d'œuvre. Encore un chef-d'œuvre. Encore une atrocité de la guerre du Vietnam. Dernière chance de sauver le film, Marwan. En fait, c'est ça, c'est un film énorme. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je trouve qu'au contraire, il propose une volonté forte de parler de ce qu'on est. Et j'ai l'impression que pour une fois, il dépasse un peu juste la cause des Noirs américains. Tu vois, il y a ce côté où même eux ont des préjugés, des ressentis par rapport aux Vietnamiens, par rapport à tout ça, et il y a cette idée qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus global. Il y a une volonté cinéphilique avec toutes ces références, et je trouve ça c'est du trop, mais qui est vraiment je trouve intéressant à voir et qui est assez passionnant finalement quand en mettant en exergue. Voilà, c'est ma petite plume sur sur ce film. J'ai été seul à me battre. Mais cela dit, je me demande vraiment la gueule que ça aurait eu si c'était réalisé par Oliver Stone. Ça aurait été peut-être pas forcément. Parce qu'en plus, j'ai découvert déjà c'est avec des soldats blancs déjà. T'aurais Jean Reno dans le rôle principal. Oui, voilà. Non, mais tu vois, j'ai découvert Né un 4 juillet et j'ai découvert Platoon cette année, c'était quand même, enfin, j'ai vraiment pas du tout aimé Platoon. Donc, en soi, je me dis, ouais, lui, il gueule vraiment aussi, Oliver Stone. Ouais, fait, déjà, t'enlèves 1 heure d'image d'archives, déjà. Ouais, tu rajoutes 2 heures de misérabilisme, tu vois, c'est... Ah oui, bon, l'un dans l'autre. C'est ça. Marco, t'avais aimé, toi, Frère de sang? Pas vu. Ah, pas vu. Ok, comme ça, au moins, c'est réglé. C'est pas plus mal. Ouais, je viens pour taper sur les films, là, allez. Allez! Ça tombe bien. Allez! Là, on va passer à un film qui pose beaucoup plus problème. C'est même le souci du jour. Donc, Margot nous rejoint de nouveau. Elle a rétabli la connexion. Sophie est avec nous également. Yes. Et on va parler du cas 365 jours. Are you lost, baby girl? If you feel like running, you should wear a different kind of shoes. Sometimes fighting is futile. You have to accept the situation. You fasted about it for a year. Can
Either make it hard for both of us for the next year, or take part in an adventure that fate has given you. It wasn't Faith. It was you. Ça, la bande-annonce. C'est l'extrait Netflix. Oh putain de merde. Il y a de la punchline. Il y a de la punchline. Ça donne des frissons, tout ça. C'est le but. Attends 2 secondes, je te fais la deuxième bande-annonce qu'on a oublié de faire. Voilà, attention. Ah, il faut prévenir. Oh non. Oh là 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 là. Ah, là. j'ai des mauvais souvenirs qui 300 reviennent. Ouais, mais oui, 365 jours ou 365 DNI, je ne me demandais pas la prononciation. Le 50 Shades of Grey polonais, d'après le roman de Blanka Lipinska, qui fait d'ailleurs un petit caméo, paraît-il, dans le film. Bon, voilà. Eh ben on l'embrasse. On l'embrasse. Ou ou pas. pas. Ouais, ou pas. Ah, je sais pas trop. On sait pas où sa bouche a traîné, hein, perso. Un film de Barbara Bayowas. Oh, bordel. Bayowas. Et non pas Bayon. Ah Voilà, oui. que je- Ah, mais tous les jeux de mots vont y passer. Bialowas. Et Thomas Mendes, réal, scénariste, producteur, tout ce que vous voulez, avec Michel Morone, ou Morone, dans le rôle de Massimo. Ça doit être Michele Massimo. Morone. Michele Morone, dans le rôle de Massimo. 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 El famoso. Franchement, dit comme ça, on dirait une comédie, ce truc. Hein. Le magnifique, le beau mafieux italien, le beau gosse, au corps sculpté par Dieu et le sexe sculpté par le diable. C'est une réplique du film. Le diable étant blagueur, je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Vu la taille du portrait, à mon avis, il y a quelque chose à compenser. Oh, oh, oh. Et Anna Maria Siekluka, dans le rôle de Laura, notre belle héroïne, qui est lors de son voyage en Sicile pour sauver son couple qui bat de l'aile. En effet, elle est mariée à un homme qui Un pauvre con, non? Ouais, oui. En même temps, il est disons chauve. que il est chauve, il est barbu, il passe son Eh. temps à mater des films Eh. plutôt qu'à être avec elle. Eh. Non, c'est pas Thierry, non. C'est le Thierry polonais. C'est le Thierry polonais. Bordel, c'est génial. Voilà que je suis réduit maintenant. J'ai refusé l'américain, je me retrouve avec ça, quoi. Et voilà, fallait garder Vin Diesel, Thierry. C'est clair. Ouais, j'aurais préféré être Bloodshot, c'est moins toxique. Ben ouais, oui, alors moi j'allais dire c'est le penchant féminin de Bloodshot parce que bon, la cible c'est clairement la ménagère en manque de sensations fortes. Pour le Ah coup. oui, pourtant c'est bizarrement pas à la ménagère en manque de sensations qu'on le vend vu comment ça a été mis dans les algorithmes Netflix. Et c'est ça, et du coup elle part en Sicile pour sauver son couple. Bon, visiblement elle n'a rien à faire, mais Laura donc qui a besoin d'aventure, de sensations fortes, de quelqu'un qui s'occupe d'elle, de son god, enfin. de son god, hein, déjà, de compenser son god, hein, parce qu'elle a des besoins sexuels. Elle va être kidnappée par Massimo. Massimo. Par Massimo, qui l'a... Désolé, je suis Rital, tu m'as invité. Elle va Voilà. être kidnappée par Massimo, Sophie, t'as juste été invitée pour le reprendre à chaque fois. un richissime criminel mafieux italien, qui la stalk depuis quelques années, parce qu'il l'a repéré, qui va l'enlever et l'enfermer dans son grand manoir, son grand château, Oh là là. et la contraindre pour qu'elle tombe amoureuse de lui sous 365 jours, d'où le titre du film. Et donc en fait, le C'est film aurait romantique, dû ça. s'appeler 60 jours, techniquement. Oui, techniquement, ça aurait dû s'appeler 2 semaines. Hein. Mais moi je me demande si ça avait été une année bissextile, comment ça se serait passé. Oula. Les vraies questions pour éviter le vrai sujet, quoi. La vraie question, c'est est-ce que Thomas Mendes, c'est le frère raté de Sam qui veut se venger à chaque fois que son frangin fait un bon film? Alors c'est Mendes, c'est une contrefaçon polonaise. C'est un clone polonais. Rigolons encore tant qu'on peut. Voilà. Alors ce film-là a quand même été number one du top Netflix, mais Il comme l'est ça toujours. du jour au lendemain, il est Ah, il est toujours dans le toujours, top 10, hein, il est toujours dans le top. C'est assez gênant parce que bon alors là déjà vous vous dites qu'il y a un petit souci dans le résumé, mais il n'y a pas que ça qui veut prendre le relais parce que là je Je ne sens comprends qu'on pas a, si c'est tout je seul. sens qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'en parler. Et Margot, vas-y. Oui. Comment vous la jetez en pâture, la pauvre? Allez, Non, Margot. je peux vous Alors, résumer les alors. scènes et on en parle derrière si vous voulez parce qu'il y a une Oui. scène de il y a une scène de fellation dans un avion, Ah, mais non. attends, l'héroïne mais- est attachée.
Il y a plusieurs scènes de fellation d'ailleurs dans Non, le mais film. déjà, on peut commencer par dire que, je pense, pendant les 15 premières minutes du film, j'ai rien compris à ce qui se passait, moi. Je sais pas qui étaient les gens, dans quel sens ça se passe, enfin, sans référence sexuelle, hein, bien sûr, mais je pense que ça pose aussi le problème général de ce film où tu sais pas comment ça commence et par où, enfin voilà, par où ça rentre, par où ça sort, ni rien, quoi. Ouais, donc on a un problème de forme et ensuite un gros problème de fond, c'est ça, donc. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ah bah le film il touche pas trop le fond. Oui. Mais au moins ça Alors touche ça, le s'il fond. tape le fond, c'est pas... Il n'y a que Massimo. mais c'est horrible, on est censé être sérieux là-dessus, on est censé crier sur ce Bah oui, film. justement, Oui. moi j'aurais bien aimé Alors pour rajouter Thierry l'élément sérieux. l'insurgé, Thierry le colérique, le Spike Lee de l'émission. Ouais, alors Thierry qui va dire 2-3 mots dessus et qui après va laisser justement sa place à ses comparses féminines parce que c'est quand même elles qui sont plus concernées que moi par ce genre de truc, même si putain l'influence de ce truc sur les T'as fait mecs. un caméo dedans. Même si visiblement j'ai fait un caméo dedans 2 fois d'ailleurs. Je me fais larguer à la fin du film, c'est inadmissible. Même avant, même Et t'as avant. fini dans la piscine. C'est vrai. Alors que bon, en plus, ça fait longtemps que j'ai pas nagé. Hein. Et bref. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Enfin, je veux dire, alors, pour la petite histoire, c'était quand même la semaine dernière, quand on était en train d'enregistrer l'épisode sur Carlotta, que l'autre Margot, là, elle s'est insurgée sur ce truc, et du coup, j'en ai entendu parler, parce que moi, j'étais très bien, hein. Je regarde pas les tendances Netflix, je me serais jamais renseigné sur ce truc. Bon, après, elle serait venue. T'insurges pas sur moi, s'il te plaît, merci. Mais tu serais venu, de toute façon, tu serais venu me voir le lendemain déjà parce qu'il fallait que je te relise, et aussi parce que tu m'aurais dit, tiens, regarde ce truc, c'est affreux, donc je l'aurais vu quoi qu'il arrive. Mais du coup, putain, pourquoi je vous ai proposé ça? Enfin, moi, j'ai limite eu honte Ouais, je me de demande, demander aux gens de regarder ce truc. Mais d'un autre côté, c'est nécessaire parce qu'il va falloir parce que je sens qu'il faut qu'on aborde des sujets et qu'on s'insurge. Et ouais, t'as raison, je vais faire mon Spike Lee, en fait. Mais sans blackface. Ce truc, putain, oh là là, je vais pas bien en parler et, enfin, c'est tellement hallucinant. Enfin, moi, je veux dire, en tant que mec, je regarde ça et c'est quand même un film qui me dit clairement, les nanas, elles meurent d'envie, que tu les maltraites, t'inquiète pas, ça va, on te le répète de toute façon dans les fictions depuis 50 ans, ça va pas changer maintenant. Regarde là, celle-là, elle a une petite jupe, elle bouffe de la glace en t'allumant, c'est forcément une salope, tu peux y aller, elle attend que ça. Et ça, c'est la version mec. Parce que ce que bouffent les nanas dans ce film, c'est encore pire, et du coup, je laisse la parole à Margot. Oui, alors, bonsoir. Non, mais sérieusement, quand j'ai vu passer ce truc, alors, le truc, on veut surfer sur le 50 nuances degrés, blablabla, on a eu After et compagnie. Oh, ok, c'est gênant, mais ok, ça fait plaisir à la ménagère, ça fait plaisir aux jeunes, ok, un truc qui émoustille un petit peu, pourquoi pas à la limite. Mais le problème déjà, juste en fait dans le résumé, quand tu lis le résumé, déjà le problème est là. Il kidnappe une fille, lui donne 365 jours pour tomber amoureuse de lui. T'es là déjà, tu fais, il y a quand même un gros souci. Enfin, je comprends même pas comment on se dit que c'est acceptable déjà premièrement. Et deuxièmement, après, tu dis à la limite, ça sera peut-être une daube. Allez, tout simplement, ça sera peut-être une daube. Et quand tu vois le truc, c'est-à-dire que, ouais, au bout de 15 minutes de film, t'as une fellation dans l'avion qui est absolument pas consentie. Incroyable. Ah, il y a pas un mot. Hein. Enfin, oui. C'est incroyable. Puis après, en plus, oui, il stocke cette nana depuis, en plus, même juste, le postulat de départ, son père, il meurt, et au moment où il meurt, en fait, il regardait une nana sur la plage au loin, et depuis, cette nana est dans sa tête. Pourquoi, comment? Frère, 5 ans plus tard, tu l'as toujours dans la tête, faut quand même aller voir un psy, à un moment donné. Et comme par hasard, sur toute la Sicile, il faut qu'il tombe sur elle, évidemment. Après, ok, après, il la kidnappe, ça n'a aucun sens. Et puis après, juste dès le début, c'est problématique où il dit, ok, t'as 365 jours pour tomber amoureuse de moi, mais je te toucherai pas tant que tu le veux pas. Il lui dit ça en lui foutant la paluche sur le sein. C'est ça. Alors, il y a pas que ça. Il est sur elle. Il est là à 2 cm de son visage. Il a le genou entre les cuisses et la main sur le sein. Et 30 secondes, une minute après. Mais je te toucherai pas si tu ne le veux pas. Là, il lui met une galoche, quoi. Ouais. Oui. Non, mais de toute façon, on parle du fait qu'après la scène de la fellation dans l'avion où clairement le mec lui viole la gorge, après il y a quand même un plan où elle va dans la salle d'à côté et elle se met à pleurer avec un grand sourire en mode je lui ai fait tant de plaisir. C'est un film où l'air qui se fait violer dans l'avion. Ouais. Mais en fait, c'est ça tout le long. Et bien les moments où il prend la nana par la gorge ou quand t'as d'autres scènes de cul ou des scènes de... Enfin, et en fait, le problème, c'est c'est déjà nul, premièrement. C'est-à-dire que scénaristiquement ou cinématographiquement, c'est de la merde, premièrement. Et le second problème, c'est que c'est un film qui se retrouve sur Netflix, qui se retrouve dans les tendances Netflix, qui se retrouve sur la page d'accueil de Netflix, qui se retrouve, moi, à la fin de ce film-là, j'avais comme proposition Sex Education, 13 Reasons Why, etc. Ce qui veut dire que les gens qui regardent 13 Reasons Why, etc., il y a une probabilité qu'on leur propose ce film. Ce qui est, vraiment, on a l'opposé du truc.
t'as des jeunes qui regardent ça. Nous, en tant qu'on regarde ça, on est assez adulte, on est assez intelligent, et encore, je pense qu'il y a des gens, c'est pas tout le temps le cas, mais moi, par exemple, au moment où j'ai écrit ça, j'avais cherché la bande-annonce sur Internet, et quand tu regardais les commentaires, tous les commentaires, et même sur Twitter, c'est des nanas qui disent « Je veux un Massimo dans la vie, je veux être kidnappée, je veux qu'on me fasse mal comme lui et tout. » Mais la gravité de ces propos, parce que ces gens ne se rendent pas compte, pensent que en fait, ce film est en train de normaliser les violences, le sexisme, et quand t'es adulte, nous on voit ça, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est totalement disproportionné, que c'est dangereux. Mais sur Netflix, t'as les plus jeunes. Et là, il y avait quelqu'un qui me disait sur Twitter, ouais, mais c'est marqué quand même, scène de sexe, moins de 16 ans, etc. J'ai envie de lui dire, frère, quand t'avais 15 ans et que t'allais sur un site porno et qu'il y avait marqué, et tu majeures, tu mets quoi? Bah, tu mets oui. Enfin, je veux dire, c'est humain de vouloir, ok, tu dis, putain, il y a des scènes de sexe, je vais aller voir ça, etc. Quand t'es jeune. Quand t'as 14-15 ans, moi, je me dis, mon frère, là, il est trop jeune, donc ça va, il peut pas aller dessus. Mais je veux dire, t'as un jeune de 14-15 ans qui tombe là-dessus, que ce soit une fille ou un garçon, il y en a qui sont malins, il y en a qui savent que voilà, c'est pas la réalité, mais t'as forcément une proportion qui va penser que c'est quelque chose de normal. Et ce genre de choses, avant, c'était dangereux, certes, mais aujourd'hui, encore plus. Et le problème, c'est qu'au moment où le film est sorti, il y avait des médias qui en parlaient un petit peu de ce film, mais on voyait jamais dans les titres, enfin, ils parlaient du truc, oh, le sulfureux, 365 jours, ça parle de quoi, etc. Il y a personne qui disait, dans le titre, qui disait qu'en fait, c'était un film dangereux. Et ça rend ouf parce que, oui, c'est dangereux. Et il y a des gens qui disent, bah là, comme la personne qui était en train de prendre le chou à Thierry. Oui. Qui disait, ouais, c'est qu'un film, blablabla. Oui, alors si toi tu le vois tel quel, très bien. Nous aussi, on le voit tel quel. On sait que c'est un film, on sait que c'est pas vrai. Mais il faut penser à ceux qui ne le voient pas comme ça, aux plus jeunes ou à des gens parfois plus vulnérables. Moi, ça me rend ouf quand je vois des commentaires de nana, même quand tu vas sur le compte Instagram du gars, mais vraiment, c'est hardcore ce que les nanas peuvent mettre. Je veux dire, je sais pas si elles se rendent compte qu'elles demandent à quelqu'un de se faire étrangler, de se faire violer, de se faire prendre par la gorge, etc. Mais c'est juste, mais je comprends pas, en fait. Et oui, et puis d'autant que tout film est politique. Alors là, on parlait de Spike Lee, qui est un cas particulier, qui lui, il est ouvertement, mais là, ça donne un message qui dit que même cette femme qui a l'air forte, engagée, à caractère, en fait, elle veut être soumise comme machin, elle veut que tu l'attrapes par le cou et que tu la soumettes à ce genre de truc. Et balance-la à l'eau, comme ça, elle tombera amoureuse de toi, parce que quand même, la bascule, c'est quand le mec la balance à l'eau et qu'il la récupère ensuite. Oh là là, cette scène, elle est tellement affreuse. Il y a une différence qui est assez flagrante entre le film et le roman érotique. J'ai l'impression que c'est qu'il y a une proportion qui apparaît. Parce que là, pour le coup, je prenez ce que je vais dire avec des grosses guillemets, mais je pense qu'il y a droit, et tout le monde, enfin les gens sont humains, au fantasme un petit peu dangereux, ou même des gens peuvent fantasmer des trucs qui ne sont pas forcément fantasmales, on va dire. Mais fantasmer des trucs qui sont... Ah bah oui, les fantasmes sadomaso, oui, il y a tout le monde qui a ça, évidemment, mais c'est comme vous l'avez fait par exemple 50 degrés, mais il y a une différence entre montrer un fantasme et l'écrire. Et en fait, là c'est montré comme si c'était la réalité, comme si c'était quelque chose. C'est ça le problème. Encore, tu vois, c'est ça la différence avec 50 degrés, à la limite, même si c'est vraiment pas foufou non plus, c'est quand même beaucoup moins toxique que 365 jours, parce que c'était déjà plus dans ce délire, du coup, sadomasochiste, et c'était dit dès le début, le gars, il a des fantasmes comme ça, c'est comme ça, elle accepte ou non. Ok, bon après, il y a d'autres problèmes dans ce film, mais ils sont déjà moins importants que dans celui-là, parce que là, c'est quand même, c'est-à-dire que tout est fait sous la contrainte, en fait, à la base. Et puis, oui, après, t'as le truc où elle développe le syndrome de Stockholm, où elle s'attache au gars, et même elle dit à sa meilleure amie, on a l'impression d'être une petite fille, etc. Donc en fait, elle devient complètement sous son contrôle, quoi. Bon, elle développe que dalle, hein. C'est quand même le gars, enfin justement au moment où elle est en train de lui hurler de la libérer parce que c'est un gros connard et ça fait même pas 3 heures qu'elle est là, le mec prend une douche, elle voit sa tub et elle se dit oh quand même ça va. J'aurais pu être séquestré par qui, ça aurait pu être un gros cochon qui regarde des jeux vidéo. Marwan, tu disais du coup. Twitter, j'ai vu une phrase qui m'a fait rire, c'est on blague mais si Massimo était moche, ce film serait un épisode d'Esprit criminel. Et je trouve que c'est... Mais oui. Bah oui. Mais oui, bien sûr. Mais non, vous avez pas compris, c'est la belle et la bête. Sauf que la bête est une bête de sexe. C'est une fantasme, encore une fois. Oh, Jean Marais. C'est cette idée de, enfin, c'est juste pour...
Non, c'est ça, c'est clair. Comme plus que le mec, voilà, le mec est affreux. Le mec fait des trucs, mais vraiment, mais intolérables. Mais comme il est super beau gosse, parce qu'il faut quand même que dire que le Massimo, il est gaulé. Je reconnais que il est gaulé. Il a les tatouages de bad boy. Bon, par contre, le chef op, et je sais pas si c'est le chef op qui est vraiment une tâche ou le Massimo qui a trop vu le soleil, parce qu'il y a des éclairages, on a l'impression qu'il a des coups de soleil. Je sais pas si il y a des moments il est tout rouge. Tu te dis merde, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est pareil, le comportement du gars, il est excusé à chaque fois, outre le fait que ce soit un gros macho sexiste, etc. À côté, il fait ses activités de mafieux comme n'importe quel mafieux italien, évidemment. Normal. Mais du coup, oui, c'est normal, il faut quand même de temps en temps... C'est un métier normal en Italie, hein, ça, c'est bon. Ah bah Même écoute, en Sicile, faut cliché, tirer, comme on dit, faut tirer des coups, mais un peu partout. Donc après cette rupture d'aile, à un moment, il tue un gars devant ses yeux à elle, et à chaque fois, il trouve une excuse. Elle est genre effarée qu'il ait tué quelqu'un. Il fait ouais, mais quand même, il faisait du truc d'enfant, etc. Ah oui, bah du coup, ok, il est pardonné et tout va bien. En fait, il est toujours excusé de tout. Et en fait, c'est toujours le héros. En fait, c'est ça le problème. Il est toujours glorifié pour peu importe ce qu'il fait, alors que tout ce qu'il fait est absolument alors que tout est de la dégueulasse. faute de la fille. C'est-à-dire que celle qui résiste, celle qui veut pas être dans son jeu, à un moment, elle le provoque. Donc, il y a un mec qui va vouloir la violer en boîte. Du coup, va y avoir altercation entre les deux mâles alpha. Et du coup, ça va être la faute de la fille qui a mis une jupe trop courte. Elle a mangé des glaces. Il a mangé des glaces aussi, tu te rends compte? C'est assez affreux tout ce que ça montre. Et moi, surtout, ce qui m'a vraiment agacé, enfin, on l'a vite fait évoquer, c'est la glamourisation du truc. C'est le côté, t'as l'impression que les mecs, ils ont maté The Neon Demon et Only God Forgives et qu'ils se sont dit, quand on monte du cul, on va le montrer avec des néons, on va le montrer avec de la musique ultra glam. Sauf que le problème, c'est que autant c'est quand il l'attache au lit et qu'il lui dit, ah, t'as pas envie que je te touche, regarde ce que tu rates, et que là, il se tape deux nanas, bon. Tu te dis en soi, les deux nanas sont plus ou moins consentantes, même si c'est ultra malsain. Mais par contre, quand il la force, et quand il la plaque contre les murs, et qu'elle finit par accepter malgré elle en te faisant croire qu'elle a le contrôle, il y a aussi ce genre de musique. Donc les moments où clairement il la putain de viole, on te montre ça avec des néons, de la musique, parce que c'est ultra cool. T'as vu cette musique, t'as envie de baiser dessus, hein. Merde quoi. En plus, c'est lui qui chante. Voilà. Ah, putain, c'est Petite vrai. anecdote. Ouais, Petite non, anecdote, attends, c'est ce lui mec qui fait bien, une partie de la BO. Non, puis c'est un mec bien quand même, il lui paye des robes hein, et ils vont faire les boutiques, ça va. Et il héberge. Et Donc, il du coup, on mange excuse tout. dans un grand manoir et tout. Voilà, il y a du pognon, ça excuse tout, non? Non, puis moi, ce que je trouve affreux, c'est qu'il y a littéralement une Weinstein quand même. Vous vous souvenez des témoignages des actrices qui vont dans la chambre de Weinstein, il les attend en peignoir, et puis il enlève le peignoir, puis elles veulent partir, puis la porte est fermée. Eh ben, on a exactement cette scène. Oh putain, ouais. Comment Netflix peut laisser passer un truc pareil, quoi? Et te mettre en avant. Alors, c'est pas Weinstein, c'est Einstein. C'est l'autre. Comment ils peuvent, en parallèle, te passer ces deux trucs, quoi? Comment c'est possible? Netflix, qu'est-ce qui se passe? Mais non, en fait, moi, j'ai été... je m'attendais, du coup, à être davantage choquée par ce film. Parce que bon, on me l'a tellement bien vendu pour que absolument je regarde ça. Et puis en fait, c'est pas que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais tout était tellement mauvais en fait que finalement, en adulte à peu près éclairé, disons que j'y crois pas du tout. Donc en fait, viol ou pas viol, en fait tout est tellement nul que de toute façon j'y crois pas une seule seconde parce que le scénar est pourri, la musique est pourrie, la réal est pourrie, les acteurs sont pourris, ils jouent comme des pieds, enfin je veux dire, il y a rien qui va quoi. Oui. Donc il y a rien qui va, c'est le cliché du rital du rital mafieux qui va se trouver la jolie fille de l'Est. Et en gros, moi je pense que si tu veux la base de ce film, c'est qu'ils se sont dit bon alors concrètement on a 4 minutes de scène de cul, il va falloir faire un scénar autour de ça qui dure 1h30. Bon, alors du coup, de donner chacun une idée, et puis après on va essayer de la faire comme ça, un peu en cadavreski, puis ça va donner un film, tu vois, ça va être un peu ça, quoi. Hein. Parce qu'en fait, concrètement, à chaque fois qu'il pourrait se passer un truc potentiellement intéressant pour la narration, eh ben on le voit pas. Je sais pas si vous avez remarqué ça, tu vois. Il y a des moments comme ça où tu dis ah, il y a ça. Oui. Ah, bah oui, bah, d'accord. Parce qu'en fait, on entend des choses comme ça par des gens qui, à un moment donné, viennent parler, qui viennent dire, oui, alors, en fait, ils veulent la tuer, ou ils veulent faire ceci ou cela, et puis, en fait, on ne sait pas de qui il s'agit.
Mais parce que la ménagère, elle veut pas de la violence, elle veut des scènes d'amour. Eh bah oui, mais c'est- donc non, du c'est coup on parce se que fait ce sera chier dans la quoi, suite. parce que voilà. Ah punaise, et en D'ailleurs, plus- on en parle de ce final ou pas? Je l'ai vu 3 fois car j'avais rien compris. Oh. Ah ben non, mais le final on montre rien. Ouais. Mais en fait, c'est le final, c'est vraiment à l'image de tout le film, c'est-à-dire que le truc potentiellement intéressant où tu dis normalement bon bah voilà il y a un accident, tu montres un accident, t'es dans un film, tu fais pas le con, tu montres un accident. Et bah non, tu vois. Je veux dire, C'est pour teaser, c'est sûr que on va pas spoiler, mais c'est sûr qu'il s'est pas passé ce qu'on Bah, pense. le bouquin a des qu'il s'est suites, hein. passé. Bah voilà, ils ont déjà écrit le scénario du 2e, ça va bientôt être tourné, donc préparez-vous. Ah, ce sera sans moi. De toute façon, ces bouquins, c'est jamais un seul tome, hein. C'est toujours 2, 3, 4, 5, 6, enfin, ça s'arrête jamais. Mais... Wattpad. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, ce scénario, c'est comme si t'avais l'impression de dire... C'est une fanfiction. Une Oui. fanfiction Oui, dans le fanfiction profond de Wattpad avec- et... Ah oui, mais c'est complètement ça, en fait. C'est, 50 Shades, c'était une fanfiction de Twilight. After, c'est une fanfiction basée sur Harry Styles, des One Direction. Et enfin, t'en as plein comme ça. T'as plein d'auteurs qui débutent par une fanfiction sur Wattpad et qui se font publier par la suite. J'ai envie de dire, c'est presque le chemin normal pour les auteurs de romans érotiques et de new Pour les romance. grosses Ouais, merdes non, mais toxiques. c'est ça. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que, paradoxalement, je pense que ça aurait posé moins de problèmes si ce film était sorti au ciné plutôt que sur les plateformes. Parce que, justement, ça aurait poussé les gens à faire un choix et c'est pas tout le monde qui aurait été exposé, en fait. Ah, est-ce que tu savais que ce film était sorti au ciné en Pologne? Waouh, ok. Non. Alors, de ce que j'ai lu, il a fait Ah, 9 la millions France d'entrées en en Pologne. février en Pologne. Les gens veulent du cul, putain. Ouah, putain. Bah, après, il y avait peut-être que ça au cinéma, hein. Peut-être pas les blâmer, les pauvres. Et si on veut faire 9 millions, tu vois, faut demander à Christian Clavier de faire un film de cul, hein, visiblement. Après, on connaît pas l'état du Polonais, cinéma ouais. polonais, donc... Ah, voilà. S'il y a 9 millions de personnes qui vont voir ce film, ouais, c'est que ça va. J'ai dit 9 millions d'entrées, c'est 9 millions de dollars US en Pologne, ce qui est quand même, C'est pas mal. pas mal. C'est déjà C'est beaucoup déjà trop. trop. C'est déjà beaucoup trop. Mais du coup, voilà, je me dis que justement, c'est le public visé, apparemment, par ce film qui serait allé, donc, majoritairement les femmes. Ouais, mais le problème, c'est le public visé, parce que, enfin, on parle des, on dit Non, ménagères et tout c'est ça. Enfin, un, moi, je vois non, surtout des gamines, quoi. c'est public féminin, plus que la ménagère, c'est en général public féminin, Ouais, quoi. je vois ce que tu veux dire. Et là, du coup, tu vas avoir, en étant sur les plateformes, tu vas avoir hommes et femmes qui vont regarder ça. Et c'est beaucoup plus problématique, j'ai envie de dire, quand c'est les hommes qui sont exposés à ça, parce que justement, comme vous le disiez, ils vont penser que les filles, c'est normal qu'elles aient envie de ce genre de choses. Et elles peuvent en avoir envie. Et le problème n'est pas là. C'est juste que ça dépend avec qui on est, dans les circonstances dans lesquelles on est, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Sauf que ça donne l'impression que c'est la vie générale, quoi. C'est le ressenti général et que c'est valable pour tout le monde. Alors, c'est pas le cas. Par contre, moi, je suis exposée aux romances et tout ça, assez régulièrement. Ce qui fait que, franchement, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très glauque, et je comprends pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais c'est vraiment le récit type qui se déroule dans pratiquement 90% des romans érotiques, en fait. C'est ça, c'est le milliardaire, millionnaire, enfin un gars riche, ténébreux, qui a des problèmes psychologiques, etc., puis qui tombe sur une fille, un petit peu innocente, etc., qui n'a rien à voir avec son monde, et puis qu'il essaye de l'entraîner là-dedans, en bourrinant un petit peu. Et finalement, elle finit par céder à un moment donné parce qu'elle découvre qu'il a, sous sa carapace, c'est quelqu'un de sensible et qu'il a vécu beaucoup de choses et qu'elle le comprend. Ouais, du coup, ça veut dire voilà, c'est vraiment l'archétype de l'histoire de romance, quoi. Enfin, mais si c'est un archétype, ça veut surtout dire que certes, on n'y a peut-être pas vraiment été confronté, enfin moi personnellement, parce que je me suis pas spécialement intéressé à ce type de littérature, certes, mais du coup, on peut quand même, à ce moment-là, si c'est, en plus selon ce que tu dis, un schéma qui est vraiment archétypal et vraiment récurrent, on peut quand même concevoir qu'il y a un sérieux problème, du coup, dans ce pan de la littérature. C'est pas sain comme comportement, il n'empêche que, va savoir pourquoi, ça marche.
ça marche. Voilà, Ouais. c'est les Cendrillon des temps modernes, quoi. C'est des filles qui sont pas en détresse, mais qu'on met dans Mais des tu sais, c'est les femmes qui vont finir par soigner. Elles vont se faire violer, genre, je sais pas combien de fois, et puis après, elles vont être là toujours à faire l'infirmière du mec, là. Non mais c'est ça. Non mais en et fait, en gros, c'est ça va être en ça. fait, Hein. elles sont constamment infantilisées par le rôle masculin, par le gars qu'elles rencontrent, quoi. C'est voilà, parce qu'ils sont riches, donc forcément ils ont les moyens de les faire accompagner en voiture, de contrôler leur agenda, enfin plein de choses comme ça. C'est vraiment du 50 Shades, quoi. Après à des degrés différents certes, mais c'est vraiment, vous avez vu 50 Shades, vous avez lu et vous avez vu tout ce qui peut se faire sur la romance érotique, en fait. C'est exactement ça. Du coup, en fait, c'est devenu tellement populaire que finalement les auteurs ne cherchent même plus en fait à mettre le doigt sur ce qui pourrait poser problème, vu que ça marche, donc autant continuer, quoi. Ah bah ils mettent pas le doigt là, ouais. Oui, non, mais voilà. Mettre les doigts mais ailleurs. Bref. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est que c'est une formule qui fonctionne et ils vont pas, les auteurs ne vont pas se casser le cul à faire ça. D'autant plus que les auteurs, je dis auteureux parce que à 99%, ce sont des femmes également. Même pour la romance homosexuelle, par exemple, ça va rester des femmes. Vous voyez, donc c'est il y a quand même un terreau qui est pas à négliger, quoi. Voilà, les auteurs ce sont et là aussi c'est cliché, en fait, c'est que les auteurs aussi ce sont des femmes mariées avec des enfants qui vivent dans leur petite Californie, pas loin d'un vignoble, voilà, qui ont leur journée pour écrire et qui sont en manque, en fait, d'action, quoi. Et du coup, c'est ce qui se déverse de leur esprit et voilà, c'est retranscrit, voilà, c'est mis à la disposition du public, quoi. Et on se retrouve avec des adaptations cinématographiques qui aussi charcutent, hein, faut le dire aussi, les bouquins, parce qu'ils vont pas se gêner, ils le font pour Artemis Fowl, ils le font pour les autres, ils vont pas se gêner pour le faire avec ce genre de bouquin aussi, hein. Donc ce qui fait que forcément il y a des motivations, il y a des explications qui vont passer à la trappe et forcément on se retrouve avec ce genre de catastrophe, quoi. Ouais. Oui, catastrophe, c'est le mot, on peut le dire. Mais c'est plus qu'une catastrophe, en fait, car le gros souci de ce film, c'est qu'on est sur un film absolument dangereux pour tous les messages qu'il engendre. C'est un film où on fait 250 000 pas en arrière sur ces combats qu'on mène. C'est un film qui est dispo sur une plateforme où il y a énormément de jeunes, ou qui est très public. Et à aucun moment il va y avoir un avertissement du genre il y a ces scènes-là, il y a ci ou ça. Pour voir le interdit au moins de 16 ans, faut vraiment le voir, et c'est ça tout le souci. Cela dit, bon, je vais faire l'avocat du diable, bon, alors... Comme la bite. On se plaignait que Disney faisait de la censure. Est-ce que là, quand même, c'est bien que Netflix censure pas toutes les œuvres et ce genre de trucs? Non, mais au bout d'un moment, faut une limite, en fait. Faut une limite. Ils peuvent choisir ce qu'ils peuvent choisir. Il y a une ligne éditoriale, voilà. Oui, aussi, tu peux pas tout te permettre car c'est du cinéma. Non, il faut une limite. Et là, ce film, alors c'est pas un Netflix original, donc c'est vrai qu'on non, soit, on peut pas leur reprocher ça. Ouais, mais ils ont payé. Bien sûr, non, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, sur un Netflix Originals, par exemple, je sais pas, ils décident de bosser avec un mec comme Lars von Trier, qui leur propose un projet qui est sulfureux, ils savent où ils vont avec ce mec, et oui, en effet, il faut pas qu'ils le censurent. Là, clairement. Mais là, c'est un film, ils l'ont vu avant de l'acheter, avant de se dire, on va le distribuer chez nous. Ils savaient très bien ce que ça pouvait engendrer. Donc oui, ils sont tout aussi, pas coupables, mais en tout cas responsables de ce qu'ils offrent à leur public, quoi. Et autant, bon, en fait, c'est parce que Netflix a aussi cette capacité à vouloir proposer absolument tout pour attirer toujours du public. Mais au bout d'un moment, ils savent très bien, enfin, ils ont pas besoin de ce film-là pour attirer des gens. Et ils le savent pertinemment. Donc non, ils ont une responsabilité aussi. Et oui, clairement. Alors, je sais pas, est-ce que ce film doit être interdit maintenant qu'il est fait? Non, évidemment que non. Mais la prévention, c'est pas non plus un mal. Et c'est vrai que ce serait super cool que tous les gens qui le voient se rendent compte de ce que ça montre et se disent putain, plus jamais ça. Ce qui est dommage, c'est les suites qui vont être faites. Les suites qui vont être faites, on les voit. Ça va être exactement le même type de suite que 50 nuances degrés. C'est ce que tu disais, Sophie, quand après elle va devenir l'infirmière de ce gars. Là, elle va se faire quoi? Elle va se faire kidnapper. Il va venir la sauver. Il va se rendre compte que la mafia, c'est plus pour lui. Du coup, il va devenir gentil. Ça va finir le bon boy scout tout mignon. Et ça va être par la force de leur amour. Donc, comme en fait dans 50 nuances degrés, où on te sort quand même que si ton mec te tape sur la gueule, c'est pas grave. Par la force de l'amour, tu vas le changer. Donc, tu dois surtout rester avec lui. Ah, parce que c'est pas vraiment toxique comme relation. C'est juste que tu l'aimes pas assez bien. Et là, on va nous sortir la même chose, en fait.
Et le problème, c'est que des gens, moi j'ai des gens avec qui j'en discute et j'essaie de leur faire comprendre ça, et c'est pas simple parce qu'ils sont là, parce qu'ils se mettent pas en relation, le fait que ça parle de relations en général, ils se disent juste, mais non, mais c'est parce que lui il est beau, puis ça parle pas de moi, gna gna gna, mais c'est le genre de personne où, déjà, les mecs qui savent pertinemment qu'ils ont leur physique pour eux, ça va les inciter à se comporter comme ça, et de toute manière, vu que les nanas vont voir ça et savent qu'il faut se comporter comme ça avec eux parce que le film leur dit, eh ben ça va les conforter là-dedans. Les mecs vont se dire je peux me comporter comme un connard, et quand je me comporte comme tel, des personnes qui sont influencées par ça viennent à moi comme des abeilles. Bon bah à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire quoi? Donc oui, il faut faire de la prévention, il faut en parler. Putain, c'est clair qu'il faut trouver un moyen pour que les gens arrêtent de véhiculer ce genre de message, parce que tu dois avoir autant les nanas qui ont écrit ça ou la personne qui a réalisé doit malheureusement croire en ce projet. Par contre, les mecs qui ont foutu de la thune là-dedans, ils s'en battent les ronds de ce que ça raconte. Et donc eux, clairement, c'est leur responsabilité première de se dire juste je ne finance pas un tel projet. Non, eux ils ont dit j'ai financé le truc qui fait top Netflix. Évidemment. Mais t'as un minimum d'éthique dans la production, c'est compliqué, tu me diras. Hein. Après, je pense qu'il faut, enfin, pas relativiser, mais on va dire, c'est exactement le même problème avec le porno, quand on dit que le porno c'est dangereux, que ça doit être interdit aux plus jeunes, etc. Le fantasme du viol, ou etc., c'était déjà dans les pornos avant. Donc, il y a aussi, je pense, un problème. Il n'y a pas que le cinéma, etc., qui doit aussi faire de la prévention, éduquer. Je pense que c'est aussi un travail à faire en amont. Je pense, quand on dit que le porno c'est dangereux pour les plus jeunes, etc., c'est parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est, ne savent pas que ce n'est pas réel, parce qu'on leur en parle pas aussi. Je pense qu'il y a aussi un problème, il doit y avoir un problème d'éducation quelque part, voilà, c'est ça. Les films peuvent pas tout faire, malheureusement, même si on se plaint maintenant, oui, on se plaint maintenant, mais il y en aura encore plein d'autres, des films comme ça, il y en aura d'autres comme ça. Nous, on sait parce que on est éduqués, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça, mais les plus jeunes avec qui ne connaissent pas ça, qui ne connaissent pas le porno, qui ne connaissent pas la vie sexuelle tout simplement, qui n'en parlent pas, qui ne savent pas forcément à qui en parler, forcément vont se tourner vers des choses comme ça, qui sont pas du tout le reflet de la réalité, et qui du coup vont prendre ça comme exemple. Donc après, ils peuvent, que ce soit le porno ou les films comme ça, ou Netflix ou le cinéma en général, ne peuvent pas faire l'éducation des gens, quoi. C'est aussi ça le problème. Donc malheureusement, je veux dire, on se plaint maintenant, mais dans 2, 3, 5, 10 ans, il y en aura encore des films comme ça, et franchement, je pense que ça ira pas en s'améliorant de toute manière. C'est clair que de toute façon, c'est clair que c'est par l'éducation qu'il faut atteindre le rejet de ce genre de film par la masse populaire, puisque c'est elle qui décide de toute façon de ce qu'elle consomme. C'est ça. Marwan, pourquoi tu te tais, tu dis rien, tu es triste? En fait, j'ai adoré ce film. Non, peut-être t'imagines dans toute ma situation. Marwan, tu viens pas à Deauville. Tu es exclu. Non, heureusement, vous dites tout mieux que moi, donc je vous écoute avec passion. Mais je pense que c'est bon, je peux revenir à Deauville. Et donc c'est bon. Donc non, mais ouais, mais je suis d'accord avec vous surtout, et cette idée que pour le coup c'est un sujet qui est pas mal revenu, mais est-ce qu'on doit montrer des films même s'ils sont mauvais dans la morale, en prenant les gens comme des gens intelligents ou des gens conscients de la fiction ou pas? Après, pour le coup, le film n'a rien pour lui, ça veut dire qu'il est mal écrit, il est mal réalisé, les acteurs jouent comme des pieds, mais il y a cette idée de savoir si ces films peuvent être montrés ou pas, et s'il y a une question de censure ou pas. Et encore une fois, je pense que ça part du médium, ça part de là où ça sort. Après, ça dépend, parce que je pense que autant je pense que sur non, peut-être pas des films, hein, mais au moins sur des docus Netflix, de temps en temps, un petit disclaimer, scène violente, ils le disent, régulièrement. Scène de viol, nana. Parce que là, je pense que peut-être qu'il y a des minettes de 15 ans qui sont tombées sur ce film, qui ont sans doute vécu des choses pas très cool dans leur vie, qui se prennent ça. Et après, pour le coup, c'est ça. Et on leur a pas dit, c'est quoi. Netflix, et que c'est le pire endroit pour sortir un film comme ça, ou qui est assez immoral et qui en même temps raconte des choses qui est très mal et tout le bordel qui suit, et qui peuvent, on va dire, jouer avec des gens qui sont crédules, qui ont l'esprit assez modelable. Et ça, le gros problème, c'est cette idée que au cinéma ça aurait fait son trajet, mais ça aurait fait beaucoup moins de bruit, comme ailleurs, quoi. Et là, c'est Netflix. Moi, c'est vraiment le problème, c'est Netflix. Il y a cette idée que ils sont un peu flous dans leur ligne directrice, et que on sait très bien qui regarde, et ce sont des jeunes. Et là, le problème, c'est qu'il y a des films comme ça, et que ces jeunes-là vont y faire face, et que là, c'est populaire, on en parle tout le temps, ils sont numéro 1, donc t'auras même des plus jeunes qui vont regarder, et c'est dérangeant pour ça, dérangeant pour une éducation qui n'est pas forcément présente au sein de la famille en général, et c'est ça. Donc c'est cette question de savoir si on peut le montrer ou pas. Moi, je pense que oui, on peut le montrer, même si c'est mauvais, les films peuvent sortir, mais
pas, mais il y a des endroits qui ne peuvent pas être propices pour ça, en fait. Et, pour tout vous dire, hein, j'ai vu des pornos mieux réalisés que ça, et pourtant je les trouve pas sur Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette idée-là, c'est que, c'est encore une fois, c'est le lieu, et c'est mauvais, ça raconte des choses qui sont atroces, et que, ouais. Alors, on voit ce que tu veux dire, mais Ah, on ne merde. l'entend pas forcément. J'ai plus ou moins compris. Ah, Marwan, tu nous entends? Allô, Marwan? Marwan, il s'est fait tuer par Massimo. C'est ça. C'est Massimo, il est venu régler son Il est en problème. train d'être enfermé. C'est ça. Non, mais moi, mon seul espoir, parce qu'on dit que c'est le plus vu, mais on dit pas si les gens l'ont vu en entier. Moi, mon espoir, c'est que les gens se sont barrés avant le premier quart d'heure. Parce que quand on a une scène mal filmée, mal cadrée, parce que les cadrages sont affreux, le caméraman, il a besoin de vitamines, parce que régulièrement, on a le cadre qui baisse, il a du mal à tenir non seulement sa bouche, mais Elle est peut-être lourde la lumière- caméra pour lui. Hein. la lumière, c'est n'importe quoi. Le montage, j'en parle même pas. Il y a une scène de montage alterné au départ où on comprend absolument rien parce qu'ils savent pas ce qu'ils montent. Tout est terrible. Ouais, Donc, mais mon et seul tu sais, au espoir, début- c'est que ça décourage les gens, quoi. Au début, je me suis dit justement, genre avec ces deux scènes en alterné, je me suis dit, vas-y, il y a un côté, genre t'as des couleurs bleues, l'autre t'as des couleurs plus chaudes. Vas-y, est-ce que ça a une signification, etc. Puis après, Non, mais fallait pas chercher loin. ouais, mais tu vois, j'ai laissé sa chance au produit aussi. C'est comme quand After, on croyait qu'il y avait un code avec les t-shirts, en fait, non. Oui. Quoi. Ne me donnez pas envie de D'ailleurs, voir ce film. le lien After en description, tout ça. Le lien vers l'épisode. Oui, vers l'épisode. Pas vers le film. Hein. Non. Mais quoi que After, bah au d'ailleurs, moins, il y a la c'était suite qui creux, doit mais tout le sortir temps, aussi, quoi. hein. Oui, bah oui. Ah oui, il y a 5 Ça tomes, sera donc sans moi, hein. attendez-vous à 5 films au moins. Oui. Oh là Sauf- là. faut vraiment qu'il y ait rien cette semaine. Hein, de bonnes nouvelles Non, ce soir. Finalement, du Cobu 3, c'est pas si mal. Et si ce Bon. film avait été avec Elise et Moon? Oh là là. Oh là Bah, là. déjà, Alice et Moon en tombeur, en mal étalon italien. Non mais tu vois, c'est Oui. ça, tu fais la même chose avec son personnage Cyprien, oui là c'est clair qu'on hurlerait au viol quoi. Ah, c'est sûr que Massimo qui fait tuer les blondes à forte poitrine, ça m'intéresse aussi. Avec Franck Dubosc qui bave à côté quoi, comme dans les petites annonces. Oh là là. Va falloir se nettoyer les yeux, va falloir se rincer abondamment les yeux. Je vous propose de passer directement en reco. Oui. Si on va pas voir ces 3 films, et surtout celui-là, si on va pas le voir, si on va voir autre chose que 365 jours, ou Artemis Fowl, ou Da Five Blood, Frères de Sang, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'heure des recos. Par contre, bon, on est un peu débordé, je vous le cache pas. Ça va faire une émission assez longue, ouais, à peine. 3/4 d'heure. Oh, c'est la dernière, donc ça passe. Ouais, oui, enfin, il y a un mec qui doit monter tout ça quand même. Hein. Donc... Pas moi. Vas-y, Margot. Ça sera Bluebird qui est en VOD, qui est de Jérémy Gaz. Il devait sortir au cinéma et puis bon bah crise sanitaire oblige, il a fini en VOD. C'est alors Jérémy Gaz, c'est un romancier qui a déjà écrit 4 polars et du coup qui se lance dans la réalisation. Il a notamment fait le scénario de La nuit a dévoré le monde. Donc niveau qualité, on est plutôt pas mal. Et en gros, Bluebird, c'est un film de vengeance où on a un ancien taular du coup qui sort et qui va avoir une tenancière qui a l'habitude en fait de prendre des anciens taulards pour qu'ils puissent après se réinsérer dans la société. Donc il trouve une petite chambre là, il devient plongeur dans un petit resto chinois et puis voilà, il vit sa vie pépouse. La tenancière, son mari, et lui par contre en prison pour avoir commis un crime. Elle a une fille qui est adolescente, qui est un peu rebelle, qui aimerait voir son père, mais sa mère est pas trop chaud parce qu'en fait, lui, il est tombé amoureux d'une nana en prison et il va partir avec elle, enfin bref. Et du coup, elle cherche un peu d'amour paternel, elle essaye de se lier d'amitié du coup avec cet ancien taular qui s'appelle Danny. Et après, ça part en histoire de vengeance parce que elle se fait... on est un peu dans le thème, elle se fait violer. Et du coup, il décide de se venger alors qu'il voulait se recaser tranquillement. Mais voilà, il s'est attaché à cette fille et il décide de se venger. Du coup, je raconterai pas plus, mais en fait, le film est vraiment très très bien. En film de vengeance, pas du tout bourré d'action en fait, c'est très très intériorisé. Celui qui joue Danny s'appelle Roland Moller, qui est un acteur absolument formidable, qui a genre cette carrure très très, enfin vraiment un personnage très épais, genre on dirait vraiment il a une grosse barbe, il a l'air très très fermé, etc. Mais dans le film c'est quasiment un bisounours en fait. On sent qu'il veut donner de l'amour, etc. Et en fait, le film, c'est beaucoup sur la relation entre Danny et cette jeune ado. Et au final, c'est un peu des personnages qui sont un peu tous perdus et qui vont essayer de se compléter les uns les autres pour essayer de s'en sortir. Et franchement, voilà, film assez surprenant, assez bien et assez court. Il dure 1h30.
Et en fait, c'est dans son travail, en fait, du coup, de film de vengeance qui est pas un truc de bourrin, en fait. C'est hyper intériorisé et c'est bizarrement très très calme comme film. Et voilà, superbe mise en scène, le casting il est oufissime. Et puis, bah voilà, recommandation VOD. Ou t'as une autre reco peut-être ou pas? Non, ok. Non, bah non, j'ai pas Non, trop. bah, Ah ok. bah sinon, je pourrais vous conseiller juste vite fait la plateforme OI Film. Il y a quelques films gratuits chez eux. C'est tous des films qui viennent des pays de l'océan Indien. Je travaille avec eux, c'est pour ça, petit placement vite fait. Et voilà, ils ont certains de leurs films gratuits qui sont très très bien. Je vous conseille vite fait La Vengeance du poulet. C'est très bizarre le titre dit comme ça, mais c'est très très drôle. Voilà, c'est tout. Ça. Ok. Qui veut reprendre le relais pour les recos? Il y a une thématique ou pas? Qu'est-ce qu'on voit à la place de 365 jours? Mais sinon, tu recommandes ce que tu veux. Parce que moi, le seul filon que j'ai, c'est Netflix. Donc, Vas-y. Donc du coup, moi, je suis en train de me faire une cure de docu en ce moment sur Netflix. Et actuellement, je regarde The Innocence File. Je crois que c'est Preuve d'innocence en français. Donc du coup, c'est sur tout le fonctionnement un peu foireux de la justice aux États-Unis, qui a fait incarcérer un nombre non négligeable de personnes, à majorité noire, alors qu'elles n'étaient pas du tout impliquées dans les meurtres pour lesquels elles ont été mises en prison. Donc généralement, c'était ou pour perpète, ou dans les couloirs de la mort, ou pour passer, disons, une bonne partie de leur vie en prison. Et donc, ça démonte en fait en une dizaine d'épisodes avec plusieurs profils de personnes qui ont été mises en prison. Comment tous les dossiers ont été construits de manière absolument horrible pour les mettre le plus vite possible en prison, parce que à ce moment-là, la police aux États-Unis avait énormément de pression pour mettre énormément de gens en tôle parce que le taux de criminalité était énorme. Et donc en fait, il y a une ONG qui se penche sur ces cas de fausses d'incarcération injustifiée et qui essaye de tirer le plus de gens de prison possible. Voilà. Merci Sophie. Maël, est-ce que tu as une reco ou deux recos? Allez. Et si on parlait un peu de cinéma dans ce podcast? Ah, ça serait bien, ouais. Alors moi, j'ai rattrapé un film en VOD qui est sorti en janvier au cinéma. Ça s'appelle Séjour dans les monts Fouchang. Un film chinois de... ça avait l'air si bien. Un film chinois de Gu Jiangang. Je vais pas dire le titre du film en chinois. Et c'est un film qui est magnifique. On est vraiment dans cette vague des auteurs chinois qui racontent la vie chinoise, cette société chinoise qui va si vite et ces gens qui constituent cette société entre une génération où on est dans la tradition et la jeunesse qui ont d'autres envies. Et c'est 2h24 magnifique où tu vois pas le temps passer. Et ce film vaut n'importe quel autre film dont les trois qu'on a parlé. Et c'est une expérience magnifique. Et puis un second film, plutôt sympathique, c'est Girls Only de Lynch Shelton avec Chloé Grace Moretz et Keira Knightley. Et c'est un film qui me parle beaucoup sur cette incertitude sur l'avenir. C'est très mignon, c'est très sympathique. Et on passe un bon moment. Merci. Ouais. Pas mal de bruit de fond. J'espère qu'on pourra récupérer ça au montage. Marwan, est-ce que tu as une reco? J'ai pensé à un film que j'ai acheté récemment qui est mon film préféré de l'année dernière. Et ça part du même type, c'est celui de l'homme viril, mais c'est beaucoup plus intelligent que Massimo et sa clique. C'est un spin-off, c'est un spin-off. On suit sa sœur, Massima. Et non, tout ça, c'est très drôle en vrai. Alors c'est elle qui vient l'amener, qui pourrait être intéressant. Mais plus sérieusement, bah alors, en fait c'est Martin Eden de Pietro Marcello. Ça a été mon film coup de cœur et j'ai acheté récemment un DVD, ce qui n'est pas en Blu-ray malheureusement. Et c'est magnifique, c'est l'histoire c'est d'un jeune Italien qui va décider de gravir les échelons en commençant par la littérature et grâce à des rencontres féminines. Et puis c'est très beau parce que c'est un travail de la pellicule qui est assez impressionnant. C'est du 16 mm transformé, donc le grain est assez présent et on a l'impression de peinture et il glisse avec plaisir et volupté des images d'archives, donc parce que ça c'est dans les années c'est l'après-guerre. Et c'est merveilleux, c'est très très beau, et j'ai rarement vu
le romanesque aussi bien exprimé au cinéma depuis un bout de temps, et même l'amour simple, l'amour mesuré et pesé par ces personnages, et je trouve ça assez merveilleux. Et c'est tiré à la base d'un livre de James London, je crois, si je me trompe pas. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et c'est vrai que c'est hallucinant. Moi, j'avais refusé initialement, enfin, j'ai pas voulu le voir à cause de ça, parce que le roman de Jack London est tellement puissant que j'ai extrêmement peur de l'adaptation. Et l'idée, c'est que, en fait, il s'approprie le sujet et le retranscrit en Italie et pendant l'après-guerre. Et à partir de là, il s'éclate et je trouve ça merveilleux. Et je le conseille à tous parce que pour le coup, c'est un film avec un Italien qui a une gueule, qui est très beau et qui n'a pas besoin forcément de violer pour plaire aux femmes. Mais ça, c'est une minuscule partie du sujet, mais voilà. Donc c'est un film incroyable à voir quand vous voulez. Voilà. J'en ai qu'une seule de reco. Sinon, si vite fait, je peux dire qu'aller voir les films de Melville que j'ai commencé à découvrir, genre Léon Morin, tu vois, Prêtre, ou c'est très bien Léon Morin, et donc voilà, c'est tout pour moi. Merci Marwan. Il y a ça moi, au cours de mes pérégrinations sur YouTube, je suis tombée sur un documentaire court qui s'appelle In the Absence de Yi Song-jun, documentaire coréen, qui revient sur la catastrophe du Sewol, donc du ferry qui a coulé en 2014. Et en fait, voilà, ils expliquent comment en fait ces gens se sont retrouvés à ne pas être sauvés. Et ça fait assez froid dans le dos. C'est effroyable de voir en fait. On se rend compte que les gardes-côtes et le bureau de la présidente qui a été prévenu, etc. Enfin, tous ces gens-là qui étaient censés faire leur boulot ne s'occupaient finalement que des apparences. Et au lieu d'envoyer des équipes de sauvetage, on se retrouve en fait à chercher des hélicoptères équipés de caméras pour filmer l'événement et voir un petit peu l'avancement de l'état de la chose. Donc c'est assez effroyable. Voilà, il y a des passages où on interview, il y a des interviews des parents, etc. Il y a aussi des extraits de vidéos parce que c'était un ferry où il y avait environ 300 morts, dont une grosse majorité étaient des lycéens partis en voyage scolaire. Et donc on se retrouve avec des vidéos voilà prises par ces enfants et on les voit tous cantonnés dans leur chambre, ils bougent pas pendant que on voit avec les images de l'hélicoptère le capitaine qui sort du bateau. C'est effroyable, c'est vraiment effroyable, mais ça aide vachement à comprendre comment on a pu en arriver là, quoi. Si ça remonte à longtemps quand même, bon, ça reste encore d'actualité pour les Sud-Coréens, mais pour nous occidentaux, ça remonte à longtemps et ça m'a fait plaisir de voir d'avoir un petit peu plus d'explications parce que j'en avais un vague souvenir, donc j'ai été contente de tomber sur ça. Ma deuxième reco, ça serait un podcast. Donc pour le coup, c'est un podcast anglophone. Donc qui s'appelle Potterless. Et c'est un monsieur, en fait, un jeune homme de 24 ans, comme il le dit, qui n'avait jamais lu Harry Potter, et du coup, qui partage un petit peu son expérience, avec des invités à chaque épisode, où il décortique 2, voire 3, voire 4 chapitres en général, et il revient sur l'œuvre de J.K. Rowling tout en se posant plein de questions, en essayant d'échafauder un petit peu des théories, etc. Et puis les invités sont plutôt des Potterheads de classe internationale, c'est-à-dire que ils sont vraiment versés dans la chose, quoi. Donc ça donne lieu quand même à des situations assez drôles. Et voilà, c'est des avis qui se confrontent, etc. Donc c'est très agréable à écouter en tout cas. C'est des épisodes d'1 heure, mais franchement ça passe très très vite. Je les enchaîne assez rapidement là. Ok. Et Thierry, ta reco? Ah ouais, tu m'as autorisé plusieurs recos, donc je me suis pas gêné. Oui, alors ouais, par contre court, pas 5 minutes par reco, Thierry. Non. Juste enfin finalement je voulais pas, mais je vais quand même en mettre une. Le fait qu'on ait parlé de Martin Eden, ça m'a fait penser à un autre bouquin. C'est vrai que je conseille rarement des bouquins, c'est pas ma reco, mais pensez à Des fleurs pour Algernon, qui me fait énormément penser à ça, où c'est l'histoire justement d'un gars qui accepte un programme expérimental qui est censé le rendre plus intelligent, et il va s'occuper d'une souris nommée Algernon justement, qui va vivre la même chose que lui. Il va voir la souris évoluer, puis tout à coup il va se sentir plus intelligent, et puis tout à coup la souris va commencer à régresser, il va énormément s'élever sentimentalement, comprendre beaucoup trop de choses, puis retourner à un état fœtal en régressant. C'est magnifique, c'est très très triste.
Et bref. Donc les recos, en fait, j'ai essayé de choisir 3 choses qui vont en rapport avec ce qu'on a vu. Alors du coup, concernant Artemis Fowl, j'ai voulu conseiller quelque chose qui mène beaucoup plus à l'aventure et qui donne envie d'aller s'évader. J'ai pensé à Stardust, le mystère de l'étoile de Matthew Vaughn. C'est son second film après Layer Cake. Le pitch est complètement alambiqué, c'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une nana et qui, en gros, un jour il voit une étoile filante qui passe et il lui dit « je vais te choper cette étoile ». Et en fait, ils sont dans un village qui s'appelle Mur et derrière le mur, c'est un monde féerique avec des fées, avec des créatures magiques et avec une régence qui commence à se casser la gueule parce que le roi meurt et qu'en gros, dans l'idée, les princes doivent tous s'entretuer pour avoir le droit de diriger le royaume. Donc, il va aller récupérer cette étoile qui en réalité est une personne qui est juste bloquée dans le ciel et qui brille à longueur de temps et qui là s'est cassé la gueule sur Terre parce que des sorcières veulent la bouffer parce qu'elles doivent bouffer des étoiles pour récupérer leur jeunesse. Mais c'est trop bien. Et donc ça part dans plein de sous-histoires, c'est génial. Il y a Michelle Pfeiffer en Reine des Sorcières qui est merveilleuse. Il y a Robert De Niro en roi pirate complètement Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et alors, il y a certains trucs, il y a certaines représentations obsolètes, comme dirait Disney, notamment sur les nanas qui sont un peu mal écrites. Mais c'est une vraie aventure, ça donne vraiment envie de voyager, ça donne vraiment envie de s'envoler. Donc c'est très très chouette. Ça, c'était pour le côté aventure. Ensuite, pour les causes de Spike Lee, alors c'est pas un truc qui parle tant de la condition noire, mais ça l'utilise comme thème de fond. C'est une série, c'est The People vs O.J. Simpson. Donc c'est une série issue donc de l'anthologie American Crime Story, qui est du coup un sous-genre de American Horror Story fait par les mêmes mecs, et Ryan Murphy qui réalise beaucoup des épisodes. Et donc ça va relater avec le plus d'exactitude possible toute l'histoire d'O.J. Simpson, mais du point de vue judiciaire. Donc ça va surtout être le point de vue des avocats de la défense et de l'accusation qui vont se tirer le mou à comment réussir à tout faire basculer de notre côté en s'en foutant limite de savoir si le mec a commis le truc ou pas. C'est dès le début on lui dit ce mec là il a commis ça, allez on y va, on le pourrit. Et Johnny Cochran du coup qui est connu pour avoir défendu ce mec, et même il y a même les Kardashians qui ont obtenu leur fortune en défendant ce mec. Et on va nous montrer tout ça sans forcément prendre de parti, en suivant le truc, en restant relativement neutre et en montrant la manière dont la justice aux États-Unis est totalement... s'en fout royalement de savoir ce qui se passe. L'essentiel, c'est de gagner le procès, quoi qu'il arrive. Et c'est assez cool. Et donc, du coup, ça peut rentrer aussi dans Spike Lee quand il pense que son pays est sacrément corrompu et qu'il a pas tort non plus. Voilà. Et donc, le troisième par rapport, du coup, à la condition de la femme, ça parlait pas de ça, mais ça m'y a fait penser. C'est La Mouche de Cronenberg. J'en avais déjà parlé parce que je l'ai découvert à Deauville l'année dernière et j'ai eu la chance de le voir sur grand écran. Mais là, je l'ai revu. Et en fait, une fois passé le fait qu'on voit l'histoire d'un scientifique qui, à cause d'une petite expérience, se transforme peu à peu en mouche et commence à se démembrer. En fait, c'est hyper intéressant de regarder ça du point de vue du personnage féminin qui est joué par Gina Davis, qui est quand même une énorme icône féministe parce que Thelma et Louise, mais du coup, elle était déjà dans ce genre de délire avant. Et ça nous raconte l'histoire d'une nana qui fuit une relation toxique tout du long parce qu'elle est en train d'en fuir une déjà avec un gars qu'elle arrête pas de repousser, qui a eu le malheur de coucher avec elle une ou deux fois et de la poursuivre. Elle se retrouve là-dedans, elle se rend compte qu'elle est encore en train de se renfermer de ça et elle s'enfuit. Et du coup, voilà, ça fait du bien de voir une nana qui te dit « j'en ai rien à foutre qu'il soit gentil, si c'est un connard, je me casse ». Donc j'ai pensé à ça, mais en plus de ça, La Mouche est un super film, donc regardez-le. J'en profite pour dire que des fois on parle de films, on dit qu'ils sont sur une plateforme, et puis des fois ils sont sur d'autres aussi. Par exemple, la semaine dernière on parlait de A Touch of Zen. Sachez qu'il est actuellement sur Arte. Voilà. Par exemple, on parlait aussi du Trou de Jacques Becker quand on parlait de la Cinétech. Il est sur Mubi actuellement. Voilà, donc pensez à jeter un œil sur les plateformes. Même si on parle d'un film sur une plateforme, il se peut qu'il soit présent sur une autre. Bon, sauf quand c'est une exclusivité, mais ça, les exclusivités, ça va, ça vient. Ça, on le sait. Qu'est-ce que j'ai vu ? C'est compliqué parce que y a plein de trucs. Il y avait, j'ai été à Béziers, je voulais regarder le Champs-Élysées Film Festival, mais j'avais une connexion en carton, donc j'ai pas pu. Voilà, j'ai pleuré. Je te comprends. J'ai pleuré. Donc je ne vous parlerai pas de Jumbo, j'attendrai qu'il sorte en juillet. Voilà. Oh, visiblement, on n'a rien raté avec Jumbo. Si Ellie était là, il te le dirait. Ouais, bon bref, on en parlera en juillet. Du coup, il y a aussi, par contre, je suis rentré et donc j'ai pu profiter un peu du festival d'Annecy. Voilà, donc on fera un petit point un peu plus tard. Ce qui est dommage, c'est que bon, par contre, les films en compétition ne sont pas visibles, il n'y a que des extraits. Donc j'ai pu voir que quelques extraits. Donc il y a des trucs intéressants. Donc on en parlera quand ils seront en version longue. Mais en attendant les versions longues, il y a notamment la suite des aventures, enfin une nouvelle adaptation à l'écran d'un héros d'animé japonais, Lupin the Third, Lupin le troisième, Edgar de la Cambriole en français.
Donc il y a les nouvelles aventures de ce héros qui est en compétition à Annecy cette année. Alors c'est en image de synthèse, ça fait les personnages ont l'air un peu de figurines, donc c'est assez éloigné des dessins originaux, même si on a un côté cartoon. Donc je sais pas s'il faut aller voir ce film. J'ai vu les 10 premières minutes. Au début j'étais gêné, puis je suis rentré dedans et au moment où j'étais au taquet, ça a coupé. Voilà. Donc j'ai très envie de le voir à sa sortie. Voilà, merci les gars. Bien joué. Mais je vais vous recommander du coup quelque chose de la série qui est déjà sorti avant. Et donc déjà la série Edgar de la Cambriole en français, qui est sympa. Et sinon, il y a des longs métrages, notamment un qui est un des plus connus chez nous, parce qu'il est réalisé par un certain Miyazaki. Et oui, avant d'être chez Ghibli, je connais pas. Comme vous voulez. C'est Le Château de Cagliostro. Oui. Ah oui. Voilà. C'est trop bien. Donc voilà, pour découvrir Edgar de la Cambriole ou Lupin the Third, Lupin le troisième, le petit-fils d'Arsène Lupin, hein, bien sûr. Voilà, après c'est très caricatural, mais c'est de l'aventure, c'est dans la tonalité aventure, c'est familial, c'est enfant, mais ça colle bien. Donc en film d'aventure, à voir. Voilà, ça sera mon conseil du jour. Après, je suis pas très amour, voilà. Et conseil sur Netflix, voilà, si vous l'avez pas déjà téléchargé illégalement avant parce que vous êtes fan, Rick et Morty, voilà, saison 4 qui vient de sortir sur Netflix. S'il faut mater autre chose sur Netflix, si on est obligé, voilà. Si on est enfermé dans un manoir. C'est ça. En attendant les 365 jours, c'est cool. C'est ça. Mais non, Rick et Morty, c'est toujours cool. Bien, ben voilà une émission qui va sur ces 2 heures, si elles ne sont pas déjà dépassées. Non, elles sont passées 2h10 à l'enregistrement. Bon, même si on a dépassé un peu avec l'avant. Ah là là là. Bon, ben merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir subi ces films avec nous. C'était pas évident. Non. Ouais, en même temps, les auditeurs sont venus pour qu'on tape, hein, donc ils étaient là et ils étaient prévenus. Bah, au moins, on les a prévenus, hein. Ah ouais, c'était une émission SM, hein. Donc j'en profite pour remercier nos invités. Merci Margot. Je vous en prie. C'était fort sympathique d'être avec vous, ça faisait longtemps. J'aime bien en fait quand je viens avec vous, c'est toujours pour gueuler sur les films, c'est assez incroyable. C'est cool. Là on va être déconfinés, peut-être que tu peux venir avec nous pour parler d'un film qui t'intéresse. C'est Mais oui, on arrivera à trouver. Sinon on se verra à Deauville pour parler de plein de films. Il y aura du bon et du moins bon. C'est ça, on va faire des belles tables rondes. Oh là là, ça va être... Bah, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui nous énerve, ce qui est bien, c'est que comme on sera à côté du port, on pourra jeter les gens dans l'eau. C'est vrai, oui. Et après, il faudra aller les rechercher pour coucher avec. C'est bon, j'ai bon. Alors, moi, j'irai pas vous rechercher personnellement, donc vous vous débrouillerez avec les autres. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on loue un bateau. Putain, ouais, d'accord, c'est toute une logistique, quoi. Un bateau de gros riches, hein, n'oublie pas. Oui. Merci, Margot. De rien. Où peut-on te retrouver après l'émission ? Alors, on peut me retrouver sur le site onsefaitunciné.com ou sinon sur Twitter où je parle tous les jours du film. Le meilleur site, oui, le site. Tu vends ça très très mal, Thierry. Ouais, ben j'essaye. Thierry Simo. Thierry Mo. Au secours. C'est cool, là j'ai peut-être une chance. Ah, attends, j'ai peut-être une chance de plus être l'ex dégueulasse, mais de me retrouver en Massimo. Bon, c'est pas terrible non plus, hein, mais je veux dire peut-être que le karma va enfin m'apporter des cheveux, donc moi je prends ce que je peux, hein. Le pire des deux personnages fusionnés en un. Ça, je vais être un magnifique patchwork, une magnifique créature de Frankenstein qui tuera de me tuer toutes les 3 secondes. Thierry Vin Massimo. Bien. Merci Maël également. Où peut-on te retrouver après l'émission ? Eh ben, sur Twitter, @Erio, où je tweete beaucoup trop, où je dis parfois que j'ai envie de regarder l'incroyable famille Kardashian sur Netflix. Et sur mon blog, Erio à la rencontre du cinéma, où j'écris quand j'ai un peu de temps. Merci. Merci Thomas. Merci l'équipe également, donc merci Sophie d'être passée pour ce... Bon, désolé que ça soit pour ce film. Bah ouais, c'est la vie. Voilà. C'est bien, elle relativise. C'est bien Sophie. J'étais là au mauvais moment, c'est tout. Hein. Voilà. Sophie, on te réserve une place pour l'épisode spécial Salaud, les 120 jours de Sodome. Visiblement, ça te... Ouais, je suis pas trop sûre, tu vois. Merci Yassa. Merci. Merci Marwan. Marwan est mort, ça y est, il a tout débranché, mais il en peut plus. Là. Mais c'est sublime, à chaque fois, quoi. Il s'est fait séquestrer. Waouh. Il est passé sous le tunnel lui aussi. Hein. On le revoit dans un an. Tu es pris en otage, Massimo. C'est un signe. Bon, tant pis, Marwan est mort. Tant pis. Va falloir trouver un remplacement. Le câble de son micro a définitivement lâché. Voilà. Il faudrait faire un sample de lui qui dit salut, comme ça au moins on Je crois que j'ai ça quelque part. Attends. C'est bon, je me casse. Hein.
On va mettre ça, hein, s'il répond pas. Voilà. Et merci Thierry. Mais à ton service. Oh. Tu veux aller sur les plages en Sicile avec moi? Envoie Stockholm au 3212. Ah, j'allais te dire. C'était Certains l'aiment au chaud, le dernier, j'espère, de la série. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, une deuxième fermeture des salles. Parce que si c'est pour se taper des films comme ceux de cette semaine, on vous le rappelle, Artemis Fowl de Kenneth Branagh, Five Blood de Spike Lee et 365 jours, le 50 Shades of Grey polonais de Netflix. Je sais pas si on va tenir. Une autre fermeture. La semaine prochaine, on se retrouve dehors, devant un vrai ciné en dur. Pour de vrai. Oui. Alors, ça va être bien avec le bruit de fond, le vent, les travaux, ça va être super. Les rires de Yassa en direct, en stéréo. les motos qui passent et tout. Ouais, ça m'avait manqué aussi. Je prends entre mes habitudes d'auditeur. Mais en attendant ce jour béni de réouverture des salles, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @CLAAC podcast. Qu'est-ce que vous allez voir ce premier jour de sortie des salles? Dites-le nous et on le mettra, on le dira dans l'émission. Vous pouvez même nous envoyer un message vocal, on le montrera. Voilà. Et voilà. Et puis vous pourrez ainsi vous écouter sur votre application de podcast préférée. Et abonnez-vous d'ailleurs pour écouter cet épisode magique, et même le prochain, et tous les précédents. D'ailleurs, cet épisode, ainsi que les autres épisodes de la série Au Chaud, des épisodes confinés, sont sur YouTube. Si jamais vous aimez bien regarder des trucs qui bougent, hein, voilà, en écoutant du son pendant 2 heures, vous pouvez. Vous avez le droit. Ou le mettre en fond pendant que vous êtes sur votre navigateur internet, ça marche aussi. Bon, allez, moi j'en peux plus là de faire de ces films-là, de faire des jeux de mots, de parler un peu seul, et avec Marwan qui s'agite sur la... qui nous envoie des messages sur Discord. S'il vous plaît, petit Jésus. Plus de détails en bonus. Juste après. Attention, les bonus sont explicites. À la semaine prochaine pour une émission classique. Émission. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Les bonus sont explicites. Rattrapage, il en a fait 3. Recording. Allez, laisse argumenter les grands. Bon, très beau, je vois qu'il est là. Il est en place, c'est bon. Oh, t'es pas obligé de garder... T'as gardé des simples condescendances. Ben oui. Oh. Comme ça, je les ressortira le jour où on dira qu'on est ouvert d'esprit. Oh bordel, la personne n'arrête pas de me répondre sur Twitter, c'est affreux là. Hein. Oh là là. Qui c'est qui te répond sur Twitter? Non, mais une nana qui s'est incrustée comme ça, qui commence à me parler 365 mes couilles là, qui me sort que que ça, non, laisse tes couilles tranquilles. Que on devrait parler de tous les films où les gens sont tués à l'appel par le héros pendant que tout le monde applaudit, alors que là on s'offusque pour ça. Je fais oh putain. Oui, c'est vrai qu'on a le droit de. Oui, c'est vrai. Oui. Bref. Ok. C'est parti. T'as le haut-parleur qui est proche du micro aussi, je crois. J'avais ça la dernière fois aussi, ça fait une sorte de Larsen, non? Ah, probablement. En gros, c'est un casque, en fait, c'est un casque micro. Et ce que je voulais dire par rapport Marwan, au film, dis-moi c'est que, il y a rien pour toi, Marwan. Arrête de parler. Donc, en général, dans le scénario, les invités qui viennent vanner Marwan, quoi. Ça, c'est bon, ça. Je suis venu juste pour ça. Margot, c'est pas une invitée. Mais, en gros, problème de forme et ensuite un gros problème de fond, c'est ça donc. Ouais, en gros c'est ça, ouais. Ah bah le film il touche pas trop le fond. Oui. Mais au moins alors ça touche ça, le s'il fond. tape le fond, c'est pas... Il n'y a que Massimo. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, comme disait l'autre. Bon. Ouais, alors ça on va couper, hein, voilà. Heureusement qu'on n'est pas monétisé, hein, putain. Mais c'est horrible, on est censé être sérieux là-dessus, on est censé crier sur ce oui, film. justement, moi j'aurais bien aimé alors, qu'on rajoute des éléments Thierry l'insurgé, Thierry le colérique, le Spike Lee de l'émission. Donc en gros, ça serait en français, je crois qu'on peut le trouver sous... Attends, ça va être sympa à cutter au montage, ça. Oui, des E de 5 secondes, ouais, je te confirme, c'est super à cutter. Ouais.
Mais en Est-ce attendant... qu'on a entendu Marwan, là? Ouais, c'est ça. Ah, Marwan, t'as entendu? Ouais. Oui. Non. Bah Ah, si, il est il y a un reviendu. truc- Là. Il y a un truc qui brille. Si. Il y a Marwan qui est bout de reviendu. Marwan. Il est en train de hurler, aidez-moi. Il perd en morse, là, ça y est. Il était en train de faire une fellation, tu crois? Il avait la bouche Il était en ferme. train de se noyer. Il était en train de se noyer après Je avoir me sauté du désolidarise bateau. totalement de ce que je suis en train d'entendre, là. Je suis en train de l'imaginer dans un avion attaché avec Massimo Oh, qui vient. putain. Vivement la réouverture des salles. Hein. Mailleux. Mais nous écrit-il sur le Discord parce qu'on n'entend pas sa voix. Je te hais. Je te hais, mais oui, vas-y. Tu peux remettre ton jingle, là, pour voir? Je rigole même quand C'est bon, je me casse. Oui, j'en ai marre. Non, mais Marwan désactive le micro pour qu'on Vivement. t'entende déjà. La semaine. Non, Prochaine. réactive, il y a ça. Réactive. Réactif, pardon, ouais, excusez-moi. Oui, mais ça marche pas. Est-ce que tu vas pas pouvoir fuir avec de telles chaussures, Marwan? C'est pour ça. À quoi ça sert? Tu vas où comme ça, bébé? C'est quand même génial le gag visuel où il est en train de nous écrire et nous on fait des blagues dessus parce qu'on lit, sauf que les spectateurs, enfin les auditeurs ne lisent Sinon, pas. Thomas pense qu'il y a une histoire fellation. Oh, Sinon, bon sang. Thomas pense qu'il y a une histoire de fellation. Ouais, attends, on va relire les Il est messages. temps de quitter cet épisode. Ça sera un bonus. Mais je te hais. Oui, j'en ai marre. Vivement la semaine prochaine. Oui, mais ça marche pas. C'est pour ça. À quoi ça sert? Sinon, pense Thomas qu'il y a une histoire de fellation. Oui, écoutez. On va s'arrêter là. T'as qu'à aller... Ce monologue de Marwan. Peut-être qu'il est avec l'enculos de... Je suis au Vietnam, ouais. Ah, Marwan, il est confiné avec l'enculos et Jean-Pierre Marwan. Castaldi, quoi. Marwan nous répond, je suis au Vietnam. Ouais. T'as récupéré l'or au moins, Marwan? Oui. Il cherche une mine, à mon avis. Il répond oui. Ah, il est en train de taper, ouais. Mais je vais buter des gens après. Oui, mais je vais buter des gens après, nous dit Si tu Marwan. peux penser à buter Jean Reno par la même occasion s'il est dans le coin. Oh, bon sang. Mais non, mais... Il y a ça, elle est bloquée sur l'encul. Les bonus sont explicites. En vrai, plus jamais de Discord. Marwan nous dit, en vrai, plus jamais de Discord. Pas de seconde vague. Putain, mais je chiale, putain. Pas de seconde vague. Oui, non, mais oui. SVP petite Jesus. SVP, petit Jésus. Oh. Ouh, ça y est. Je crois qu'il est temps de dire au revoir, là, c'est bon. Bien, oui. Ouais, c'est le temps. Je vais finir le au revoir. Je m'en remets toujours pas. Allez, stop, on se calme. Il y a ça. Vous avez même Oh. pas dit bisous quand j'ai dit bisous, bisous, bisous. Bisous. Zoubi. Bande de coquins. Marwan a tapé bisous, je crois. Même pas. Zoubi. Voilà. Mais Thomas, l'enculos. Bande de coquins. Je vais voir si je peux trouver si je peux voir un synthétiseur de voix. Tiens, je vais voir ça. Oui, comme sur les vidéos YouTube des fois. Mais je pleure. Mais putain, mais c'est possible. Bande de coquins. T'as pas des trucs comme ça, genre? Oui, je vais essayer de trouver ça. Bon. On le redit encore une fois, il y a ça? Bon, à moins que vous ayez une petite blague, je pense que c'est bon, on va pouvoir couper. Non, c'est bon, on peut Oui, bah, quitter. si, Je non, coupe non. mon Discord. Allez, je vais couper le putain. Discord aussi de mon côté. Je vous laisse les copains, bisous.